Le jour du 12e anniversaire de ma fille, ma sœur Rebecca lui a tendu une boîte cadeau argentée, et a attendu que chaque personne dans la pièce la regarde. Grace a soulevé le couvercle et y a découvert un test ADN. Rebecca a ri et a dit, « Peut-être que ça prouvera que tu n'es que l'erreur d'une autre famille. » Un silence se fit dans la pièce. Ma mère baissa les yeux, mon père se racla la gorge. Le mari de Rebecca murmura son nom, mais personne ne s'interposa entre ma fille et la femme qui l'humiliait. Grace serra les doigts autour de la boîte. Elle ne pleura pas. Elle regarda Rebecca droit dans les yeux et déclara, « Je vais le faire. » 31 jours plus tard, nous nous trouvions dans la salle du conseil de Sterling Global, à Manhattan, pour la signature d'un contrat de 120 millions d'euros que Rebecca avait passé un an à convoiter. Avant que quiconque ne puisse toucher un stylo, les portes se sont ouvertes. Un homme grand, vêtu d'un costume noir, est entré, suivi de 3 avocats, et tous les cadres de la pièce se sont levés. Son regard a balayé le contrat, mon père et les membres du conseil, jusqu'à s'arrêter sur Grace. Puis, il s'est tourné vers ma sœur et a dit, « Je veux voir la femme qui lui a offert ce test ADN. » Rebecca se mit à trembler. À cet instant, j'ai su que le test qu'elle avait acheté pour prouver que ma fille n'appartenait à nulle part nous avait mené à l'uni comme qu'elle ne pouvait pas se permettre d'offenser. Restez avec moi pour découvrir ce que ce test a révélé, et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer ce qui est arrivé lorsque la blague cruelle de ma sœur est revenue réclamer tout ce qui lui était cher. 31 jours plus tôt, la première semaine d'octobre avait peint Scarsdale de teintes cuivrées et dorées. Des feuilles d'érable rouge flottaient devant les hautes fenêtres de la maison de mes parents, tandis que des bougies vacillaient le long du manteau de la cheminée de la salle à manger. Ma mère, Hélène, avait disposé des roses blanches autour du gâteau d'anniversaire de Grace. Mon père, Richard, avait commandé le dîner dans le restaurant italien préféré de Grace, et pendant la première heure, je me suis permis de croire que la soirée pourrait rester paisible. Grace était assise au piano à queue dans le salon, jouant le morceau qu'elle avait répété pendant des semaines. Ses cheveux sombres tombaient sur une épaule alors qu'elle se penchait sur les dernières notes. Quand elle eut terminé, tout le monde applaudit. J'ai applaudi jusqu'à ce que mes paumes me brûlent, car je savais à quel point elle avait été nerveuse. Ava, la fille de 14 ans de Rebecca, se précipita pour la serrer dans ses bras. « Tu n'as pas fait une seule fausse note. » Ethan, le fils de 16 ans de Rebecca, leva son verre de soda. Bien meilleur que le discours d'anniversaire de maman l'année dernière. Quelques personnes rirent. Même Michael, le mari de Rebecca, sourit en posant une main sur l'épaule d'Ethan. Michael était généralement prudent avec ma famille, il savait quand Rebecca s'approchait de la limite, bien qu'il l'arrêtait rarement avant qu'elle ne la franchisse. Rebecca, elle, restait près de la cheminée, son verre de vin à la main, observant l'attention se porter sur Grace. Elle souriait, mais je connaissais ce sourire. Il apparaissait chaque fois que quelqu'un d'autre occupait le centre d'une pièce qu'elle estimait lui appartenir. Pendant le dîner, mon père commença à discuter de l'assemblée annuelle des actionnaires de Dawson Hospitality. Je possédais toujours une participation minoritaire dans l'entreprise, mais j'avais quitté les opérations quotidiennes des années auparavant. Rebecca ne me l'avait jamais pardonné, garder les actions tout en choisissant une vie en dehors de l'entreprise. Elle posa sa fourchette et me regarda. « Tu devrais vraiment mettre à jour ton plan de succession, Nathalie. » Je jetai un coup d'œil à Grace, qui racontait à Ava son récital scolaire. « Mon plan de succession est à jour. Je parle des actions de l'entreprise, dit Rebecca, assez fort pour que tout le monde entende. Il serait sage de s'assurer que les actifs de Dawson restent chez les Dawson. » Grace s'arrêta de parler. Michael s'agita sur sa chaise. Rebecca, elle lui lança un regard innocent. « Nous sommes une entreprise familiale. La succession est importante. Ma fille est une Dawson, dis-je. Légalement, bien sûr. » Rebecca leva son verre de vin. Je parlais de continuité. Le mot « légalement » flottait au-dessus de la table, tel un avertissement. Ma mère ajusta une serviette qui n'en avait pas besoin. Mon père examina son assiette. Aucun d'eux ne la contredit. J'avais entendu des variations de cette phrase pendant des années. Habituellement, je les ignorais, car Grace était plus jeune et ne comprenait pas. À 12 ans, elle comprenait tout. Avant que je puisse répondre, ma mère se leva et annonça qu'il était temps de manger le gâteau. La conversation changea, mais la chaleur avait disparu. Grace sourit pour les photos, souffla ses bougies et remercia tout le monde pour ses cadeaux. Elle avait toujours été gracieuse,
même lorsque les adultes autour d'elle ne le méritaient pas. Après que Grace eut ouvert le dernier cadeau sous le piano, Rebecca se leva. « Attendez, j'ai gardé le mien pour la fin. » Elle traversa la pièce, portant une boîte rectangulaire emballée dans du papier argenté métallisé. Un ruban noir était noué si parfaitement qu'on aurait dit qu'il venait d'une boutique de luxe. L'expression de Michael se durcit. « Que as-tu acheté, Rebecca ?» Elle l'ignora et tendit la boîte à Grace. « Ouvre-la, pour que tout le monde puisse voir. » Grace me regarda d'abord. Je souris, car je n'avais encore aucune raison de l'en empêcher. Elle défit soigneusement le ruban au lieu de le déchirer. Quand elle souleva le couvercle, son sourire disparut. Un kit de test ADN reposait à l'intérieur. Pendant une brève seconde, personne ne parla. J'espérais que Rebecca prétendrait que c'était un cadeau de généalogie maladroit et laisserait le moment passer. Au lieu de cela, elle rit. Peut-être que ça prouvera que tu n'es que l'erreur d'une autre famille. Le silence qui s'ensuivit parut plus lourd que n'importe quel cri aurait pu l'être. Grace fixait la boîte. Ma mère baissa les yeux vers la moquette. Mon père se racla la gorge, mais resta assis. Ethan baissa la tête, le visage rouge. Ava regarda sa mère, puis Grace, avec une honte évidente. Michael se pencha vers sa femme. Rebecca, ça suffit. C'était trop peu et trop tard, mais au moins, il avait parlé. Mes parents, toujours pas. Je me levai si brusquement que ma chaise racla le parquet. Chaque instinct protecteur en moi exigeait que j'arrache la boîte des mains de Grace et que je dise à Rebecca exactement quel genre de femme humilie une enfant le jour de son propre anniversaire. Puis, Grace posa une main sur mon poignet. Ses yeux brillaient de larmes, mais aucune n'avait coulé. Elle regarda directement Rebecca, dont le sourire commençait à vaciller sous le poids du silence de la pièce. « Je vais le faire, » dit Grace. Rebecca cligna des yeux. « Quoi ? » J'ai dit que je vais faire le test. Il n'y avait aucune peur dans la voix de Grace, seulement un calme qui faisait paraître Rebecca plus petite. Ma sœur s'attendait à des larmes. Elle s'attendait à ce que je crie, pour pouvoir m'accuser de surréagir. Grace ne lui donna ni l'un ni l'autre. Je fermai la boîte et la glissai sous mon bras. Nous partons. Ma mère bougea enfin. Nathalie, ne gâche pas toute la soirée. Je me tournai vers elle. La soirée a été gâchée quand une adulte s'est servie de l'anniversaire d'une enfant pour lui dire qu'elle n'avait pas sa place. C'était une blague, dit Rebecca. Non, répondis-je. Une blague est censée être drôle pour la personne qui la reçoit. Mon père se leva de sa chaise. Tout le monde est contrarié. Calmons-nous et discutons. Tu as eu l'occasion de dire quelque chose quand elle a parlé à Grace. Tu as choisi de ne pas le faire. J'aidai Grace à enfiler son manteau. Ava murmura des excuses alors que nous passions devant elle, et Ethan ouvrit la porte d'entrée sans regarder sa mère. Michael restait à côté de Rebecca, le visage tendu et mal à l'aise, mais je n'avais plus l'énergie de décider si son malaise importait. Grace resta silencieuse jusqu'à ce que nous ayons parcouru plusieurs kilomètres de la maison de mes parents. Des feuilles d'automne tournoyaient dans les phares, et les décorations d'anniversaire qu'elle avait choisies plus tôt dans la semaine gisaient, intactes, sur la banquette arrière. Maman ? Oui, ma chérie. Tu penses que la famille de Mara ne voulait pas d'elle ? La question fit plus mal que l'insulte de Rebecca. Grace avait toujours su que Mara était sa mère biologique. Je lui avais montré des photos, lui avais lu les lettres de Mara et lui avais raconté à quel point elle avait été aimée. Je n'avais jamais caché que Mara était morte quand Grace était bébé, ni qu'elle m'avait choisi pour devenir sa tutrice. Qu'est-ce qui te fait demander ça ? Parce que Mara n'a jamais su qui était son père. Et s'il savait pour elle et qu'il n'en voulait pas ? Et si tante Rebecca a raison, et qu'on vient d'une famille qui nous considérait comme des erreurs ? Je me garai dans un parking tranquille au bord de l'Hudson et me tournai vers elle. Mara a planifié ton avenir pendant qu'elle était malade. Elle a rencontré des avocats, rempli des formulaires et m'a fait promettre que tu grandirais en sachant à quel point elle t'aimait. Rien de tout cela n'était un accident. Mais elle n'a jamais trouvé son père. Non, elle ne l'a pas trouvé. Grace regarda la boîte argentée sur le sol, entre nous. Alors je veux trouver la partie qu'elle n'a pas pu trouver. Tu n'as rien à prouver à Rebecca. Je sais. Je ne le fais pas pour elle. Grace essuya le dessous de son œil. Je veux savoir d'où venait Mara. Même si la réponse n'est rien.
Cette nuit-là, après que Grace fut allée se coucher, je posai le kit ADN sur la table de notre cuisine. Refuser de l'utiliser permettrait à Rebecca de définir ce qu'il représentait. Elle l'appellerait pour toujours la preuve que Grace était une étrangère, trop effrayée pour apprendre la vérité. Mais l'envoyer signifiait ouvrir une porte que ni Grace ni moi ne pourrions refermer. Je posai la main sur la boîte argentée et compris que ma sœur croyait avoir infligé une insulte à ma fille. Elle ne se doutait pas qu'elle lui avait donné une clé. Le lendemain matin, Grace me trouva à la table de la cuisine, la boîte argentée toujours fermée entre mes mains. Elle avait troqué sa robe d'anniversaire contre des vêtements de tous les jours et avait attaché ses cheveux en une queue de cheval lâche, mais la blessure de la veille restait dans la façon prudente dont elle étudiait mon visage. « Tu as décidé ?» demanda-t-elle. « J'attendais que tu te lèves. » Elle s'assit en face de moi. Pendant plusieurs secondes, aucune de nous ne toucha la boîte. Je voulais la protéger de toutes les réponses possibles, mais la protection ne pouvait pas signifier lui enlever le droit de poser la question. Avant d'ouvrir le kit, je lui rappelai tout ce que je ne lui avais jamais caché. J'avais rencontré Mara Ellis lors de notre premier semestre à l'université. Nous avions été assignés à la même chambre de dortoir, bien qu'aucune de nous n'ait demandé de colocataire. Mara était arrivée avec 2 valises, une pile de livres d'occasion et une cafetière qui violait toutes les règles du logement. À la fin de la première semaine, elle savait quel professeur m'effrayait, quelle chanson me faisait pleurer et exactement combien de cannelle j'aimais dans mon café. Elle fut la première personne, en dehors de ma famille, qui m'a fait sentir que l'affection n'avait pas à être méritée en étant utile, agréable ou silencieuse. Mara a finalement épousé Daniel Ellis, un homme doux et distrait qui enseignait les sciences au collège et ne se souvenait jamais où il laissait ses clés. Il l'aimait sans essayer de la changer. Lorsqu'ils apprirent que Mara était enceinte, Daniel peignit la chambre de bébé 2 fois, car la première nuance de jaune ne lui plaisait pas au coucher du soleil. Il n'a jamais eu l'occasion de rencontrer Grace. Un camion a franchi la ligne médiane sur une autoroute mouillée alors que Mara était enceinte de 5 mois. Daniel est mort avant que l'ambulance n'atteigne l'hôpital. Ses parents étaient déjà décédés, et il n'avait ni frère ni sœur vivants. Mara a survécu à cette perte parce qu'elle avait un enfant qui dépendait d'elle, mais une partie d'elle n'a jamais cessé d'écouter la clé de Daniel dans la porte d'entrée. La mère de Mara, June, était décédée plusieurs années auparavant. Mara gardait une photo délavée d'elle dans une robe bleue et une petite boîte de lettres nouée avec un ruban. June avait élevé Mara seule et n'avait jamais inscrit le nom du père sur son acte de naissance. Mara m'avait dit un jour que chaque fois qu'elle posait des questions sur lui, June disait seulement que certaines personnes choisissaient la vie qu'on attendait d'elles plutôt que les gens qu'elles aimaient. Mara n'a jamais su si cela signifiait que son père les avait rejetés, n'avait jamais su son existence, ou avait simplement disparu. Il n'y avait pas de nom à chercher, pas d'adresse, pas de parents attendant au bout d'un appel téléphonique. C'était cet espace vide que Grace voulait comprendre. Après la mort de Daniel, Mara s'est rapprochée de moi, dans le Westchester. Grace est née en bonne santé, avec une chevelure sombre et un cri assez fort pour remplir le couloir de l'hôpital. Pendant quelques mois, Mara a essayé de construire une vie autour du deuil. Puis, elle a commencé à perdre du poids. Elle se disait que c'était l'épuisement, jusqu'à ce que la douleur devienne impossible à ignorer. Le diagnostic est tombé quand Grace avait 6 mois. Le cancer s'était déjà propagé. Mara n'a pas passé le temps qui lui restait à prétendre qu'elle vivrait éternellement. Elle s'est battue pour chaque mois possible, mais elle s'est aussi préparée à l'éventualité que le traitement échoue. Elle a rencontré un avocat de la famille, a organisé l'acte de décès de Daniel, l'acte de naissance de Grace, ses dossiers médicaux et tous les documents que le tribunal pourrait exiger. Puis, elle m'a demandé de devenir la tutrice de Grace. Je n'avais pas dit oui à la légère. J'avais 29 ans, j'étais célibataire, et terrifié à l'idée de promettre quelque chose d'aussi énorme. Mara prit ma main de l'autre côté de son lit d'hôpital et dit, « Je ne te demande pas si tu as peur. Je te demande si tu l'aimeras pendant que tu auras peur. » Je lui promis que je le ferais. Cette promesse ne fit pas de moi la mère de Grace du jour au lendemain. Après la mort de Mara, le tribunal m'a d'abord accordé la garde temporaire. Une assistante sociale a visité ma maison plus d'une fois. Mon emploi et mes finances ont été examinés. J'ai soumis mes empreintes digitales et subi une vérification d'antécédents. L'assistante a inspecté la chambre de Grace, m'a interrogé sur la garde d'enfants, l'assurance maladie et mon système de soutien, puis m'a interviewé sans personne d'autre. Mes parents ont été contactés, des références ont été vérifiées.
Le tribunal a examiné le testament de Mara et la désignation de tutelle qu'elle avait signée alors qu'elle était encore saine d'esprit. L'acte de décès de Daniel confirmait qu'il n'y avait aucun parent légal survivant pour recevoir la garde. Des mois plus tard, je me tenais dans un tribunal de la famille à Westchester, Grace endormie contre mon épaule, tandis qu'un juge me demandait si je comprenais que l'adoption était permanente. J'ai dit oui avant même qu'elle ait fini la question. L'ordonnance finale a officialisé ce que la vie quotidienne avait déjà rendu vrai. Grace avait grandi en connaissant cette histoire. Il n'y avait jamais eu de confession dramatique où je l'aurais assise pour lui révéler qu'elle était adoptée. La photo de Mara avait toujours été à côté de la mienne sur la commode de Grace. Sa boîte d'anniversaire contenait des lettres que Mara avait écrites pour différents âges, y compris une pour son premier jour d'école et une autre pour le jour où elle commencerait à poser des questions difficiles. J'avais lu ces lettres avec elle. Je lui avais montré des vidéos de Mara en train de rire, de Daniel montant un berceau à l'envers, et de June debout au bord d'un lac, bien avant qu'aucune de nous ne soit née. Grace savait d'où elle venait, pour autant que je le sache. Le seul secret était celui que Mara n'avait jamais eu la chance de découvrir elle-même. Je poussai le kit ADN vers Grace. Il y a des choses dont nous devons discuter avant de l'enregistrer. Elle hocha la tête. On pourrait trouver des gens gentils. On pourrait trouver quelqu'un qui ne veut rien avoir à faire avec nous. On pourrait trouver quelque chose de douloureux sur la famille de Mara. On pourrait aussi ne trouver aucune correspondance utile. Que se passe-t-il si quelqu'un me trouve? Comme tu es mineur, le compte sera sous mon contrôle. Personne ne te parlera sans passer par moi. On ne partagera pas ton adresse, ton école ou ton numéro de téléphone. Grace traça du doigt le bord de la boîte. Et si je change d'avis? On arrête. Même après l'avoir envoyé, on peut refuser le contact. Tu gardes le contrôle sur qui entre dans ta vie. Elle réfléchit un instant. Je veux toujours le faire. Pourquoi? Parce que Mara voulait savoir aussi. Peut-être que je peux trouver la réponse qu'elle n'a pas pu trouver. Il n'y avait aucune colère dans sa voix. Elle n'essayait pas de vaincre Rebecca ou de prouver qu'elle appartenait à une famille plus riche et plus impressionnante. Elle voulait terminer une question que sa mère avait portée toute sa vie. Nous avons enregistré le kit ensemble. L'entreprise offrait un traitement prioritaire moyennant des frais supplémentaires, et je les ai payés. Grace a lu chaque écran de consentement avant que je n'accepte. Nous avons prélevé l'échantillon à la table de la cuisine, l'avons scellé dans l'emballage numéroté et avons programmé un enlèvement le lendemain. Lorsque le coursier emporta l'enveloppe l'après-midi suivant, Grace resta à la fenêtre jusqu'à ce que la camionnette disparaisse. Ce soir-là, mon téléphone vibra alors que je faisais la vaisselle. Rebecca avait envoyé un message, une meilleure famille, déjà? Je fixais les mots assez longtemps pour sentir la colère se transformer en quelque chose de plus froid. Je pris une capture d'écran, la sauvegardai dans un dossier avec les photos d'anniversaire, et ne répondis pas. 10 minutes plus tard, Michael appela. Je n'appelle pas pour Rebecca, dit-il immédiatement. Je m'adossai au comptoir. Alors pourquoi appelles-tu? Parce que j'aurais dû l'arrêter avant que Grace n'ouvre cette boîte. Je savais qu'elle préparait quelque chose, mais elle m'a dit que c'était un cadeau de généalogie. Quand j'ai compris ce qu'elle voulait dire, je me suis figé. Tu as dit son nom. J'aurais dû faire plus. Oui. Il se tut un instant. Je suis désolé, Nathalie. Je ne suis pas la personne qui a besoin de ces excuses. Je sais. Alors appelle Grace quand elle sera prête à les entendre. Ne lui demande pas de te faire sentir mieux à propos de ce qui s'est passé. Michael promit d'attendre que je lui dise qu'elle était prête. Pour une fois, il ne défendit pas Rebecca et n'appela pas l'incident un malentendu. Les 2 semaines suivantes passèrent plus lentement que prévu. Grace ne posa de questions sur le test que 2 fois. Elle retourna à l'école, à ses leçons de piano et aux routines ordinaires qui avaient stabilisé nos vies bien avant que Rebecca ne place cette boîte argentée entre ses mains. Je vérifiais le compte chaque matin après l'avoir déposé. La plupart du temps, le statut restait inchangé, échantillon reçu, traitement, analyse en cours. Le 16e jour, j'ouvris le site web alors que j'étais seul dans mon bureau. Une notification apparut en haut de l'écran. Ma première pensée fut que les résultats étaient arrivés plus tôt que prévu. Ma seconde fut que je devrais fermer la page et attendre Grace. Puis je vis le message sous la notification, correspondance familiale proche trouvée, Eleanor Sterling. Je fermai l'ordinateur portable sans ouvrir le profil de la correspondance.
Grace méritait de voir le résultat avec moi, pas d'en entendre parler après que je l'ai déjà étudié en détail seul. Le reste de l'après-midi passa péniblement lentement. Je répondis à des emails, examinai un budget pour le programme de lecture, et vérifiai leur si souvent que les chiffres cessèrent d'avoir un sens. Quand Grace franchit la porte d'entrée, elle remarqua mon expression avant même d'enlever son manteau. Les résultats sont arrivés. Une correspondance. Son sac à dos glissa d'une épaule. Une vraie? Le site web l'appelle une correspondance familiale proche. J'apportai l'ordinateur à la table de la salle à manger et attendis qu'elle s'assoie à côté de moi. C'est seulement alors que je rouvris le compte. Le profil contenait un nom, une tranche d'âge, et presque rien d'autre. Eleanor Sterling. Grace le lut 2 fois. Sterling, ça me dit quelque chose. C'est un nom de famille assez courant. Je savais que ce n'était pas tout à fait vrai. Dans les cercles d'affaires de New York, Sterling était tout sauf ordinaire. Sterling Global possédait des hôtels, des propriétés commerciales et des sociétés d'investissement dans plusieurs pays. Leur fondateur apparaissait rarement en public, mais son nom refaisait surface chaque fois qu'un bâtiment historique changeait de main ou qu'une grande entreprise hôtelière annonçait une expansion. Je ne dis rien de tout cela à Grace pour l'instant. Un nom de famille partagé ne faisait pas de cette Eleanor un membre de cette famille, et une estimation en ligne ne prouvait pas la relation exacte. Grace cliqua sur le pourcentage de correspondance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le système pense qu'elle est suffisamment proche de nous pour qu'on prenne ça au sérieux. Ça ne nous dit pas exactement comment. Pourrait-elle être la sœur de Mara? L'estimation de l'âge rend cela peu probable. Une cousine, peut-être, mais une cousine proche. On a besoin de plus d'informations avant de deviner. Le profil ne permettait pas de contacter directement Grace, car le compte appartenait à un mineur. À la place, il y avait un message adressé aux parents superviseurs. Il avait été envoyé par un cabinet d'avocats. Le message était bref. Eleanor Sterling avait reçu la notification de correspondance et souhaitait communiquer en privé par l'intermédiaire d'un conseil. Elle ne demanderait pas les informations personnelles de Grace et comprenait que toute conversation devait passer par moi. Un numéro de téléphone et le nom d'un avocat figuraient sous le message. Grace se pencha. Pourquoi quelqu'un utiliserait un avocat pour une correspondance ADN? Certaines familles sont prudentes avec leur vie privée. Ou riches. Je la regardai. Elle haussa les épaules. Ava suit les maisons de célébrités en ligne. Elle parle des Sterling. Cela confirma qu'elle avait reconnu le nom pour la même raison que moi. Je copiai les informations de l'avocat sur un papier, mais n'appelai pas le numéro du message. À la place, je cherchai le cabinet d'avocat de manière indépendante, trouvai son standard principal et demandai à être mise en relation avec l'avocate mentionnée. Une femme nommée Margaret Sloan répondit après que son assistante eut vérifié mon identité. Mademoiselle Dawson, merci d'avoir appelé via notre numéro publié, dit-elle. Madame Sterling espérait que vous prendriez cette précaution. Avant de continuer, j'ai besoin de savoir qui est exactement votre cliente. Eleanor Sterling est la sœur cadette d'Alexander Sterling, fondateur et président de Sterling Global. Grace entendit la réponse par le haut-parleur. Sa main se glissa vers la mienne sous la table. Je gardai une voix égale. Que pense Madame Sterling de la nature de cette relation? L'ADN partagé est compatible avec plusieurs possibilités. Nous ne sommes pas prêts à en affirmer une sans documentation et test de confirmation. Madame Sterling aimerait d'abord vous demander si vous reconnaissez 2 noms. Quels noms? Mara Ellis et June Ellis. Pendant plusieurs secondes, je ne pus parler. Grace serra mes doigts. Ce sont ma mère et ma grand-mère. Le ton de l'avocate s'adoucit. Madame Sterling soupçonnait que ce pourrait être le cas. Comment connaît-elle ces noms? Elle ne connaît pas le nom de Mara par contact personnel. June Ellis, cependant, était connue de sa famille il y a de nombreuses années. Je voulais poser une douzaine de questions à la fois, mais chaque réponse pouvait façonner les attentes de Grace avant que nous n'ayons de preuves. Madame Sterling est-elle là avec vous? Demandai-je. Elle l'est, mais elle ne se joindra pas à l'appel à moins que vous et Grace ne soyez à l'aise. Grace hocha la tête. Un instant plus tard, une autre femme parla. Sa voix était posée, bien que je puisse entendre une tension sous-jacente. Grace, je comprends que tu aies des questions auxquelles je ne peux pas encore répondre.
Je veux que tu saches que je ne t'ai pas contacté directement parce que tu es une enfant et que je ne voulais pas t'effrayer. J'ai 12 ans, dit Grace. On me l'a dit. Je comprends aussi que tu es la fille de Mara. Oui. Eleanor prit une profonde inspiration. Je me suis inscrite à la base de données parce que plusieurs membres de ma famille ont la même maladie cardiaque. J'essayais d'aider mes petits-enfants à comprendre leurs antécédents médicaux. Je ne m'attendais pas à te trouver. Avez-vous connu Mara? Non, ma chérie. Je ne l'ai pas connue. L'honnêteté déçut Grace, mais c'était mieux qu'un mensonge réconfortant. Avez-vous connu June? Demanda-t-elle. Je l'ai rencontrée quand j'étais jeune. Je ne savais pas ce qui lui était arrivé après qu'elle ait quitté New York. Grace me regarda avant de demander, faisait-elle partie de votre famille? C'est ce que nous devons déterminer. Margaret Sloan reprit la parole. Elle expliqua que les tests grand public étaient utiles pour identifier des parents, mais ne suffiraient pas pour une confirmation légale. Si nous étions d'accord, un laboratoire certifié à Manhattan pourrait prélever des échantillons sous supervision, vérifier l'identité de chacun et maintenir une chaîne de possession documentée. Personne ne demandera à Grace de signer quoi que ce soit concernant l'argent, la publicité ou les droits familiaux, dit l'avocate. C'est uniquement pour confirmer la relation biologique. Je veux l'accord par écrit avant de fixer quoi que ce soit, répondis-je. Grace peut arrêter le processus à tout moment. J'assiste à chaque rendez-vous et je reçois chaque résultat. Ces conditions sont acceptables. Après la fin de l'appel, Grace resta à table, fixant le profil d'Eleanor. Tu penses qu'ils savent déjà comment je suis apparenté? Je pense qu'ils ont une théorie. Et toi? J'en avais une, mais elle me semblait trop grande pour la dire à voix haute. Je pense qu'on devrait attendre les preuves. Elle hocha la tête, bien que l'impatience crispa son visage. Je veux faire le deuxième test. On n'est pas obligé de décider ce soir. J'ai déjà décidé quand j'ai fait le premier. C'est différent. Maintenant, il y a de vraies personnes impliquées. C'est pour ça que je veux savoir. Je demandai les termes par écrit et passai le lendemain à les examiner avec un avocat de la famille indépendant. Rien dans le document ne donnait à la famille Sterling accès au dossier scolaire, médical ou d'adoption de Grace. Le laboratoire ne rapporterait que la relation biologique testée. Nous avons programmé le prélèvement supervisé pour le 19e jour après l'anniversaire de Grace. Avant ce rendez-vous, ma mère appela. Ton père a besoin de te parler. À propos de quoi? Rebecca nous a dit que Grace avait une correspondance avec quelqu'un du nom de Sterling. Je fermai la porte de mon bureau. Comment Rebecca l'a-t-elle appris? Je l'ai peut-être mentionné. Les informations génétiques de Grace ne t'appartenaient pas pour les partager. Je ne lui ai pas donné de détails médicaux. J'ai seulement dit qu'il y avait une correspondance. Nathalie, ton père est inquiet. Richard arriva en ligne sans s'excuser pour l'intrusion. Est-ce que c'est lié à Alexander Sterling? Nous ne connaissons pas encore la relation exacte. Tu dois garder ça privé. C'est privé. Je veux dire, complètement privé. Pas d'appel à la presse, pas de déclaration publique, et aucune tentative de contacter Sterling Global par l'intermédiaire de l'entreprise. Je n'ai rien fait de tout ça. Il y a beaucoup en jeu, quel enjeu? Mon père hésita avant de répondre. Dawson Hospitality finalise un partenariat stratégique avec Sterling Global. La signature est prévue à la fin du mois. Quelle est son ampleur? 120 millions d'euros. Je m'adossai à ma chaise. Rebecca avait mentionné un contrat important, mais personne ne m'avait dit sa taille ni l'identité de l'autre partie. Richard continua, nous avons passé presque un an à négocier. Rebecca a dirigé une grande partie du travail opérationnel. Si Sterling croit que notre famille essaie de fabriquer un lien personnel pendant les négociations, cela pourrait détruire l'accord. Grace n'a pas fabriqué son ADN. Je te demande d'être prudente. Tu me demandes de protéger le contrat de Rebecca avant même de savoir ce que cela signifie pour ma fille. Je te demande de ne pas créer de conflit. Le conflit existe déjà. Ce n'est pas moi qui l'ai créé. Ce soir-là, Rebecca m'appela directement. Alors c'est vrai, dit-elle. Tu as trouvé un Sterling. Nous avons trouvé une correspondance génétique. Elle rit. Tu comprends bien que partager quelques marqueurs avec une vieille femme ne fait pas de Grace la princesse perdue de Manhattan.
Ça n'a rien à voir avec l'argent. Ça a toujours à voir avec l'argent quand quelqu'un découvre un milliardaire dans son arbre généalogique. Grace ne sait pas encore ce que le résultat signifie, mais tu t'es assuré que papa le sache. Je ne lui ai pas dit. C'est maman qui t'a dit. Rebecca ignora la correction. Ne transforme pas ça en spectacle avant la signature. Alexander Sterling ne tolère pas les opportunistes. Le mot semblait délibéré. Je mis fin à l'appel avant qu'elle ne puisse en dire plus. Le 19e jour, Grace et moi nous sommes rendus dans un laboratoire certifié à Manhattan. Margaret Sloan nous a rencontrés dans la salle d'attente avec Eleanor. Un deuxième avocat représentait Alexander Sterling, bien qu'Alexander lui-même ne soit pas présent. Le technicien a vérifié nos pièces d'identité, a photographié les kits de prélèvement scellés et a prélevé un échantillon de la joue de Grace. Un autre échantillon avait déjà été prélevé sur Alexander selon la même procédure. Chaque enveloppe a été numérotée, attestée et signée sur le sceau. Grace regarda le technicien placer les échantillons dans une mallette verrouillée. « Combien de temps ?» demanda-t-elle. « Avec le service accéléré, 3 jours ouvrables. » La réponse ne rendit pas l'attente plus facile. Le matin du 22e jour, Margaret Sloan demanda une visioconférence sécurisée. Grace s'assit à côté de moi sur notre canapé pendant que j'ouvrais le rapport crypté. La première page contenait les certifications du laboratoire et les numéros d'identification. Je fis défiler jusqu'à la conclusion. Margaret la lut à voix haute, la relation génétique testée est compatible avec le fait qu'Alexander Sterling soit le grand-père maternel biologique de Grace Dawson. Grace arrêta de respirer un instant. Je relus la phrase, espérant que la répétition la rendrait plus facile à comprendre. Alexander Sterling n'était pas seulement lié à la famille inconnue de Mara, il était le père de Mara. Et le grand-père que Grace venait de trouver était le même homme qui détenait l'autorité finale sur l'accord de 120 millions d'euros qui pourrait déterminer l'avenir de l'entreprise de ma famille. La première chose que je dis à Margaret Sloan fut qu'un résultat ADN confirmé ne donnait pas à Alexander Sterling le droit d'entrer dans la vie de Grace selon ses propres termes. S'il veut la rencontrer, il y aura des conditions, déclarai-je. Margaret ne contesta pas. Elle ouvrit un bloc-notes et me demanda de les lister. Il n'y aurait ni journaliste, ni photographe, ni déclaration publique. Alexander n'apporterait ni cadeau, ni argent, ni documents impliquant des fiducies, des héritages ou la garde. Personne ne demanderait à Grace de poser pour des photos de famille ou d'utiliser des mots comme retrouvailles avant qu'elle ne décide de ce que la rencontre signifiait pour elle. Elle pourrait partir à tout moment sans explication, et je resterais à ses côtés du début à la fin. Plus important encore, personne ne suggérerait que trouver un grand-père biologique changeait ma place en tant que mère de Grace. Margaret relut la liste, puis dit, « Monsieur Sterling nous a déjà indiqué qu'il ne contesterait pas vos droits parentaux. Je veux que ce soit confirmé par écrit. Vous l'aurez avant la rencontre. » Cet après-midi-là, une lettre signée arriva de l'avocat d'Alexander. Elle déclarait clairement qu'il me reconnaissait comme le parent légal de Grace et n'avait aucune intention de demander la garde, la tutelle ou un contact non supervisé. Toute relation future dépendrait du confort de Grace et de mon consentement. C'est seulement après que mon avocat eut examiné le document que je le montrai à Grace. Elle s'assit en tailleur sur son lit, tenant le rapport de laboratoire à côté d'une photo de Mara. « Tu penses qu'il a peur de nous ? » ?»« Je pense qu'il a peur de mal faire les choses. »« Tu as peur ? » ?»« Oui. » Elle étudia mon visage. « Qu'il essaie de me prendre ? » ?»« Personne ne t'emmènera nulle part. » Je m'assis à côté d'elle. Mais il a du pouvoir, de l'argent et toute une famille dont nous ne savons rien. Des gens comme ça sont habitués à ce que les portes s'ouvrent quand ils le demandent. Alors on peut garder les nôtres fermées. Je souris malgré la tension dans ma poitrine. On peut. La rencontre fut fixée au 24e jour après l'anniversaire de Grace. Alexander proposa de nous recevoir dans sa résidence de Manhattan, mais je refusai. Je ne voulais pas que Grace entre dans un manoir conçu pour que les visiteurs se sentent petits. Margaret organisa plutôt une salle de conférence privée dans son cabinet d'avocat. L'espace était calme et délibérément sobre, avec des murs couleur crème, une table ronde et aucun logo de Sterling Global. Il n'y avait pas de caméra qui attendait dehors, ni d'assistant portant des fleurs. Alexander était déjà debout quand nous sommes entrés. Il était plus grand que je ne l'imaginais, vêtu d'un costume bleu marine foncé plutôt que du noir que j'avais vu sur les photos professionnelles. Ses cheveux étaient argentés, et l'assurance de sa posture ne pouvait cacher l'incertitude sur son visage.
Ses yeux se posèrent sur Grace et y restèrent un instant. Il semblait avoir oublié comment parler. Puis, il fit un pas en avant et s'arrêta à plusieurs mètres. « Grace, dit-il, serait-il possible que je vous serre la main ?» Elle me jeta un coup d'œil. Je fis un signe de tête. Grace tendit la main. Alexander la tint avec précaution, comme s'il comprenait que la serrer trop fort pourrait détruire la permission qu'elle venait de lui donner. « Merci de me rencontrer, dit-il. »« De rien. » Il relâcha immédiatement sa main et attendit que nous choisissions nos sièges. Margaret et un autre avocat restèrent près de la porte, mais Alexander leur demanda de ne pas parler à moins que nous n'ayons besoin de précision. Grace s'assit à côté de moi. Alexander prit la chaise en face de nous. Il ne commença pas par discuter du test, du contrat ou de son entreprise. « Je veux dire quelque chose avant tout, dit-il à Grace. Je ne suis pas ici pour t'enlever à ta mère. » Son regard se déplaça brièvement vers moi, puis revint sur elle. « Nathalie t'a élevée, protégée et est devenue ta mère par des choix auxquels je n'étais pas présent. Je respecte cela. Je demande s'il pourrait y avoir un jour une place dans ta vie pour un grand-père qui est arrivé trop tard. » Grace baissa les yeux vers ses mains. « Je ne sais pas encore. » C'est une réponse juste. « Vous êtes vraiment le père de Mara ?» Le laboratoire dit que oui. « Mais vous ne l'avez jamais rencontré. » La douleur traversa son expression avant qu'il ne réponde. « Non. Je ne savais pas qu'elle existait. » Grace avait déjà entendu les grandes lignes par les avocats, mais l'entendre le dire rendait la vérité plus lourde. Alexander croisa les mains sur la table. « Quand j'avais 29 ans, j'ai aimé une femme nommée June Ellis. Nous nous sommes rencontrés alors qu'elle travaillait dans une galerie d'art près de l'université de Columbia. Elle peignait le soir et avait des crayons de fusain dans toutes les poches de ses manteaux. » Grace regarda la photo à côté d'elle. Mara avait des crayons partout aussi. La bouche d'Alexander se crispa au coin. J'aurais aimé savoir ça. Il nous raconta que son père considérait June comme inappropriée pour la famille Sterling. Elle n'avait pas d'argent, pas de parents influents et aucun intérêt à devenir le genre d'épouse que son père voulait pour lui. Mon père contrôlait presque tous les aspects de ma vie à l'époque, dit Alexander. L'entreprise, mes finances, même le courrier livré à la maison familiale. Je croyais lui résister plus que je ne le faisais en réalité. June quitta New York après une confrontation avec le père d'Alexander. Alexander tenta de la contacter, mais ses lettres lui furent retournées. Il reçut un dernier message indiquant qu'elle était passée à autre chose et ne voulait plus de contact. Je croyais que ça venait d'elle, dit-il. On m'a dit qu'elle avait choisi quelqu'un d'autre. Les yeux de Grace se plissèrent. L'avez-vous cherché ? C'était la question que je me demandais si elle poserait. Alexander ne se cacha pas derrière les actions de son avocat ou de son père. Pendant un temps. Pas assez longtemps. Combien de temps ? Plusieurs mois. J'ai contacté la galerie, 2 amis et le propriétaire de son ancien appartement. Mon père m'a dit que June s'était mariée et avait quitté l'État. Je me suis permis de le croire, car continuer à chercher aurait exigé que je l'affronte d'une manière pour laquelle je n'étais pas assez courageux. Grace encaissa cela sans offrir de réconfort. Alexander continua, j'ai appris seulement cette semaine que June m'a envoyé une lettre après son départ. Mon père l'a interceptée. Nous n'avons pas encore trouvé l'original, mais un ancien employé de maison s'est souvenu d'avoir vu sa secrétaire classer de la correspondance sous le nom de June. Que disait la lettre, demandai-je. Nous pensons qu'elle me disait qu'elle était enceinte. Les doigts de Grace se refermèrent sur le bord de la photo de Mara. Alexander expliqua que June avait apparemment reçu une réponse portant son nom. Elle lui disait qu'il ne reconnaîtrait pas l'enfant et que toute tentative de contacter la famille Sterling serait gérée par des avocats. Je ne l'ai jamais écrite, dit-il. Mais elle avait toutes les raisons de croire que si. La voix de Grace était basse. Alors elle pensait que vous ne vouliez pas de Mara. Oui. Et vous pensiez qu'elle ne voulait pas de vous. Oui. Alors tout le monde a cru un mensonge, sauf la personne qui l'a créé. Alexander baissa la tête. C'est exactement ce qui s'est passé. La pièce resta silencieuse pendant que Grace l'étudiait. Je pouvais sentir l'effort qu'il lui fallait pour ne pas combler le silence simplement parce que les adultes étaient mal à l'aise. Mara ne lui avait rien transmis, et pourtant Grace avait hérité de sa capacité à attendre la vérité. J'ouvris le dossier que j'avais apporté et en sortis plusieurs photos.
La première montrait Mara à 22 ans, debout devant notre dortoir universitaire, de la neige dans les cheveux. Sur une autre, elle était enceinte de Grace et riait pendant que Daniel tenait une paire de minuscules chaussettes jaunes au-dessus de son ventre. La dernière photo avait été prise à l'hôpital, 2 mois avant la mort de Mara. Elle était plus mince, mais son sourire restait indubitable. Alexander tendit la main vers les photos, puis s'arrêta. Puis-je ? Je les fis glisser sur la table. Il prit la première photo à 2 mains. Son visage changea en regardant Mara. L'expression contrôlée d'un président disparu, ne laissant qu'un vieil homme fixant la fille dont toute la vie s'était déroulée sans lui. Elle a le sourire de June, murmura-t-il. Grace l'observa attentivement. Est-ce qu'elle vous ressemblait aussi ? Je ne sais pas si je mérite de dire qu'elle me ressemblait. Ce n'était pas ma question. Il regarda de nouveau. Ses yeux. Je pense qu'elle avait mes yeux. Pendant plusieurs instants, Alexander ne put continuer. Il ne fit pas étalage de son chagrin et ne demanda pas à Grace de le réconforter. Il resta simplement assis avec les photos et le poids des années qu'il ne pourrait jamais récupérer. Quand il parla enfin, sa voix était plus stable. Je ne peux pas demander à Mara de me pardonner. Je ne peux pas lui expliquer ce que je ne savais pas. Mais j'aimerais apprendre à la connaître, si vous et Nathalie êtes d'accord. Grace me regarda avant de répondre. Peut-être une autre fois. Alexander hocha la tête. Quand tu seras prête. Il n'avait apporté ni bijoux, ni documents de fiducie, ni cadeaux coûteux. Le seul objet à côté de lui était une petite enveloppe. On m'a dit de ne rien apporter, dit-il. Ce ne sont que mes coordonnées. Tu peux les garder, ou ta mère peut les garder. Tu n'es jamais obligé de les utiliser. Grace accepta l'enveloppe, mais ne l'ouvrit pas. Pouvons-nous nous revoir ? Demanda Alexander. Elle réfléchit à la question. Après la signature du contrat. Son expression se durcit légèrement. Tu es au courant de l'accord ? Mon grand-père Richard a peur que je le gâche. Alexander se tourna vers ses avocats. La question familiale et la transaction Dawson doivent rester séparées. Personne ne doit utiliser l'identité de Grace pour influencer les négociations dans un sens ou dans l'autre. Margaret hocha la tête. Cette instruction a déjà été diffusée en interne. J'appréciais la limite, mais je reconnus aussi ce qu'elle révélait. Alexander comprenait que la situation pouvait devenir dangereuse dès que quelqu'un essaierait d'utiliser Grace comme un levier. Avant notre départ, il ne posa qu'une seule question sur l'anniversaire. Le test ADN a-t-il été donné à Grace dans une tentative sincère de l'aider à trouver des parents ? Grace répondit avant moi. Non. Alexander attendit. Ma tante me l'a donné parce qu'elle pensait que le fait d'être adopté signifiait que je n'avais pas ma place dans sa famille. Sa mâchoire se crispa, mais il ne demanda pas le nom de Rebecca. Je suis désolé que quelqu'un t'ait dit ça, répondit-il. Ils avaient tort avant le test, et ils ont toujours tort après. Grace mit l'enveloppe dans la poche de son manteau. Elle ne le serra pas dans ses bras et ne l'appela pas grand-père. À la porte, elle dit « Au revoir, monsieur Sterling. » Au revoir, Grace. Alors que nous descendions dans l'ascenseur, elle se pencha contre mon épaule. Tu le crois ? demanda-t-elle. Je crois qu'il ne savait pas pour Mara. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je compris qu'elle demandait si je croyais qu'Alexander voulait une relation plutôt que le contrôle. Je pense qu'il essaie de mériter cette chance. Lorsque nous sommes arrivés à Scarsdale ce soir-là, la voiture de Rebecca était garée devant la maison de mes parents. Ma mère avait envoyé un message me demandant de passer, et je soupçonnais qu'elle avait déjà dit à Rebecca plus de choses qu'elle n'en avait le droit. Rebecca se tenait dans le vestibule quand Grace et moi sommes entrés. Elle avait les bras croisés et la colère avait effacé son sourire habituellement impeccable. « Si tu n'arrêtes pas ça avant la signature, dit-elle, je le ferai. » La menace de Rebecca nous a suivis dans le salon de mes parents. Elle a fermé la porte du vestibule derrière Grace et moi, puis l'a répété plus doucement, comme si baisser la voix rendait ses paroles raisonnables. « Si tu n'arrêtes pas ça avant la signature, je le ferai. » Mon père se tenait près de la cheminée, les 2 mains appuyées sur le manteau, tandis que ma mère nous regardait avec l'expression effrayée qu'elle arborait toujours lorsqu'elle voulait que les conflits disparaissent sans que personne n'ait à prendre ses responsabilités. « Il n'y a rien à arrêter, dis-je. Grace a fait un test. Le résultat a été vérifié. Alexander a demandé à la rencontrer, et elle a accepté. » Les yeux de Rebecca se posèrent sur Grace.
Un enfant ne comprend pas ce qu'un homme comme Alexander Sterling peut faire à une famille. Grace glissa sa main dans la mienne, mais ne détourna pas le regard. Il m'a demandé la permission avant de me serrer la main. Tu n'as pas demandé la permission avant de m'embarrasser. Ma mère murmura le nom de Grace, comme si la vérité elle-même était devenue irrespectueuse. La bouche de Rebecca se crispa, mais elle se reprit rapidement. Il ne s'agit plus de la fête d'anniversaire. Dawson Hospitality a passé 1 an à préparer cet accord. Des centaines d'employés comptent sur nous, et maintenant, Nathalie a créé une réclamation personnelle contre le président 3 jours avant les préparatifs finaux. Je n'ai pas créé de relation biologique, dis-je, et Grace n'a fait aucune réclamation contre qui que ce soit. Richard se tourna enfin de la cheminée. Nathalie, personne n'accuse Grace d'avoir fait quelque chose de mal. Nous te demandons de comprendre le timing. Le timing a été décidé quand Rebecca a acheté ce test. Rebecca eut un rire sans joie. Tu t'attends à ce que nous croyions que rien de tout ça n'a à voir avec l'argent? Je m'attends à ce que tu comprennes que l'identité de ma fille n'est pas la propriété de l'entreprise. Michael se tenait près de l'entrée de la salle à manger, avec Ethan et Ava derrière lui. Son expression suggérait que Rebecca ne lui avait dit qu'une partie de ce qui se passait. Ava se rapprocha de Grace, mais Rebecca leva une main et dit aux 2 enfants d'attendre à l'étage. Ava hésita avant d'obéir. Ethan la suivit sans un mot. Michael attendit qu'il soit parti. « Qu'est-ce que tu comptes faire exactement, Rebecca ? » « Je protège l'entreprise. »« De quoi ? » ?»« D'une situation personnelle manipulée pendant les négociations. »« Personne ne manipule quoi que ce soit, dis-je. » Rebecca m'ignora. Si le service juridique de Sterling reçoit les faits avant que Nathalie ne transforme ça en un spectacle émotionnel, ils pourront séparer la question familiale de la transaction. Le directeur juridique, Daniel Shaw, aurait étouffé cette idée dans l'œuf avant même qu'elle n'ait fini de la décrire. Je connaissais assez bien la gouvernance d'entreprise pour comprendre que Rebecca ne pouvait pas simplement écrire à l'autre partie comme si elle représentait tous les membres de la famille Dawson. Mon père le comprenait aussi, mais au lieu de l'arrêter, il lui demanda ce qu'elle comptait envoyer. Rien d'incendiaire, dit Rebecca. Une clarification factuelle. Tu n'as pas les faits, lui dis-je. Je te connais mieux qu'Alexander Sterling ne te connaît. Tu ne connais pas le dossier d'adoption de Grace, ses droits légaux, ou les termes dans lesquels Alexander nous a contactés. Je sais que tu as gardé tes actions tout en t'éloignant de l'entreprise, et je sais que Grace en hérite s'il t'arrive quelque chose. Voilà, c'était dit. Pas l'inquiétude pour les employés, pas la prudence face aux négociations, mais la même peur qui se cachait sous chaque commentaire qu'elle avait fait depuis des années. Michael la dévisagea. C'est à propos des actions de Nathalie? C'est pour éviter la confusion. Non, dis-je. C'est parce que tu ne supportes pas que Grace appartienne à cette famille d'une manière que tu ne peux pas contrôler. Rebecca se tourna vers notre père, s'attendant à ce qu'il rétablisse l'ordre ancien en me demandant de partir. Richard dit seulement que tout le monde devrait rentrer chez soi et laisser les équipes juridiques gérer la situation. Cela semblait neutre, mais la neutralité avait toujours plus protégé Rebecca que quiconque. Je ramenai Grace à la maison. Avant de se coucher, elle me demanda si Rebecca pouvait empêcher Alexander de la revoir. Je lui dis que personne ne pouvait prendre cette décision sans nous. Je ne lui dis pas combien de dégâts un mensonge soigneusement rédigé pouvait causer avant que la vérité ne le rattrape. L'appel est arrivé l'après-midi suivant. Daniel Shaw ne commença pas par des salutations. Nathalie, as-tu autorisé Rebecca à communiquer avec Sterling Global concernant Grace? Non. L'as-tu autorisé à représenter ta position en tant qu'actionnaire ou membre de la famille Dawson? Non. Qu'a-t-elle envoyé? Un document est arrivé dans ma boîte de réception pendant que nous parlions. Il était rédigé sur du papier à en-tête de Dawson Hospitality et intitulé Mémorandum de risque confidentiel concernant une réclamation personnelle potentielle non divulguée. Rebecca l'avait signé en utilisant son titre d'entreprise complet. Le premier paragraphe indiquait qu'elle écrivait au nom de Dawson Hospitality et de la famille Dawson pour alerter Sterling Global d'une possible tentative d'exploiter un lien biologique non vérifié pendant des négociations actives. Elle faisait référence à Grace comme l'enfant mineur adopté par l'actionnaire Nathalie Dawson, comme si ma fille était une entrée dans un tableau de risque plutôt qu'une personne. Le mémorandum incluait la notice nécrologique publique de Mara, une ancienne page commémorative et des détails que Rebecca connaissait de notre famille. Il mentionnait que l'acte de naissance de Mara ne listait aucun père, bien que Rebecca n'ait aucune copie de ce document.
Puis, il passait de faits sélectifs à des accusations. Elle prétendait que j'avais montré un schéma de prise de décision émotionnelle, suggérait que le résultat ADN pourrait être motivé commercialement, et décrivait la relation de Grace avec Alexander comme une réclamation financièrement significative manquant de documentation légitime. Mes mains tremblaient en arrivant à la dernière page. Elle sait que la relation a été confirmée par un laboratoire légal, dis-je. Selon l'avocat de Sterling, elle a été informée que des tests de confirmation avaient eu lieu. Elle a donc sciemment écrit le contraire. C'est l'une des nombreuses préoccupations. Je demandai comment Rebecca avait obtenu des informations sur l'adoption. Daniel expliqua que son assistante de direction, Claire Kim, l'avait déjà contactée après avoir reçu des instructions de recherche inhabituelles. Claire n'avait cherché que des sources publiques, y compris des notices nécrologiques, des publications commémoratives et des références commerciales archivées. Lorsque Rebecca lui a demandé si elle pouvait obtenir des dossiers judiciaires relatifs à l'adoption de Grace, Claire lui a dit que ces dossiers étaient scellés et qu'elle n'avait aucune autorité légale pour y accéder. Claire a-t-elle essayé quand même, demandai-je. Non. Elle a refusé et a documenté l'instruction. Rebecca a ensuite utilisé des informations qu'elle connaissait déjà de la famille et un vieil email qu'Hélène avait envoyé des années auparavant, annonçant que l'adoption était finalisée. Le message de ma mère ne contenait aucun dossier légal, seulement la date de l'audience et une photo de moi tenant Grace à l'extérieur du palais de justice. Rebecca avait construit le reste à partir de suppositions et les avait présentés comme des renseignements d'entreprise formels. « Comment as-tu trouvé le mémorandum » demandai-je. Je ne l'ai pas trouvé dans la boîte mail de Rebecca. Le service juridique de Sterling me l'a transmis, ainsi qu'au président de notre conseil d'administration. Ce matin. Ils veulent une confirmation immédiate de savoir si Rebecca avait l'autorité de faire ces déclarations et si Dawson Hospitality considère le document comme exact. Et toi? Non. La réponse fut immédiate. Daniel dit que les avocats de Sterling n'avaient pas menacé d'annuler l'accord, mais qu'ils étaient préoccupés qu'une cadre supérieure ait utilisé le papier en tête de l'entreprise pour s'immiscer dans une affaire familiale privée impliquant un mineur. Il voulait aussi savoir si le mémorandum révélait une défaillance plus large des contrôles internes de Dawson. Que se passe-t-il maintenant? J'ai émis un ordre de conservation juridique sur l'email. L'ordinateur portable et le téléphone d'entreprise de Rebecca. Cela ne signifie pas que nous sommes parvenus à une conclusion. Cela signifie qu'aucun dossier pertinent ne peut être supprimé ou modifié pendant que nous établissons ce qui s'est passé. Il me demanda si j'étais disposé à fournir une preuve de ma filiation légale, le rapport ADN vérifié et tous les messages que Rebecca avait envoyés au sujet du test. Je contactai mon avocat de la famille avant de divulguer quoi que ce soit. Ensemble, nous avons préparé un dossier limité contenant l'ordonnance d'adoption finale de mes propres archives, la conclusion du laboratoire et des captures d'écran des commentaires d'anniversaire de Rebecca et de son message ultérieur demandant si Grace avait trouvé une meilleure famille. Je détestais transformer la vie privée de Grace en preuve, mais refuser permettrait à la version de Rebecca de rester sans réponse. Avant d'envoyer les documents, j'expliquai la situation à Grace dans un langage qu'elle pouvait comprendre. Elle demanda seulement si Alexander verrait le message que Rebecca avait envoyé. Ses avocats le verront probablement. Bien, dit-elle. Alors ils sauront qu'elle ne m'a pas donné le test pour m'aider. Michael appela ce soir-là. Sa voix était différente de celle des excuses qu'il avait offertes quelques jours plus tôt. Il n'y avait aucune hésitation cette fois, seulement de l'alarme. Daniel a-t-il approuvé le mémorandum de Rebecca? Non. Il l'a appris quand les avocats de Sterling le lui ont transmis. Michael se tut. Elle m'a dit que Daniel l'avait relu avant qu'elle ne l'envoie. Elle a menti. Je lui ai demandé 2 fois, parce que la formulation semblait agressive. Elle a dit que le service juridique avait validé. Je l'entendis s'éloigner d'une autre pièce avant de reparler. Les enfants nous ont entendus nous disputer. Ava veut savoir pourquoi sa mère continue d'appeler Grace un risque. Ne laisse pas Rebecca les utiliser pour se défendre. Je ne le ferai pas, pour la première fois, je le crus. Le lendemain matin, Richard convoqua une réunion de famille au siège de Dawson à White Plain. Rebecca arriva, posée, portant un porte-document en cuir et se comportant comme si le gel juridique de Daniel était un malentendu de routine. Elle insista sur le fait que la décision de Sterling de ne pas annuler la signature prouvait que son mémorandum les avait rassurés. Daniel la corrigea. Sterling Global n'avait ni approuvé le document, ni accepté ses affirmations, ni ne l'avait remercié de l'avoir envoyé.
Ils avaient seulement confirmé que la signature prévue resterait au calendrier. Puis il lut la dernière phrase de leur réponse, le président Alexander Sterling assistera en personne. Le visage de mon père perdit ses couleurs. Michael regarda Rebecca, attendant un signe qu'elle comprenait le danger. Elle ne le comprit pas. Elle ferma lentement son porte-document et sourit. Vous voyez, dit-elle, il veut gérer ça lui-même. Rebecca croyait qu'Alexander Sterling venait la remercier d'avoir protégé son entreprise de nous. Elle n'a jamais envisagé qu'il pourrait venir rencontrer la femme qui avait qualifié sa petite-fille d'erreur. Le 31e jour après l'anniversaire de Grace, je me tenais à l'extérieur de la salle du conseil de Sterling Global à Manhattan, ma fille à mes côtés, et je regardais Rebecca se préparer pour le moment le plus important de sa carrière. Elle portait un tailleur crème, une montre en or et l'expression de quelqu'un qui avait déjà décidé où le photographe devait se tenir lorsqu'elle serait annoncée comme la prochaine PDG de Dawson Hospitality. Les dossiers de contrat avaient été disposés à chaque siège. Un carton imprimé marquait la place de Rebecca à côté de notre père, au centre de la table. Elle devait prononcer le discours d'ouverture avant que Richard et les représentants de Sterling ne signent l'accord de 120 millions d'euros. Rebecca avait passé près d'un an à diriger le côté opérationnel des négociations. Elle croyait que le succès de la signature rendrait sa succession inévitable. Elle croyait aussi que la présence personnelle d'Alexander prouvait que son mémorandum l'avait impressionné. Mon père ne partageait pas sa confiance. Richard avait appelé Daniel Shaw 2 fois ce matin-là, exigeant de savoir pourquoi Alexander avait changé son emploi du temps pour être présent. Daniel refusa de spéculer. Il dit seulement que Sterling Global avait demandé la présence de tous les cadres et actionnaires pertinents de Dawson. C'est ainsi que Grace et moi avions été incluses. L'invitation me listait comme actionnaire Dawson. Grace était décrite uniquement comme l'invité privé d'Alexander Sterling. J'avais failli refuser, car je ne voulais pas qu'elle soit placée au milieu d'une confrontation d'entreprise, mais l'avocat d'Alexander avait expliqué que le président avait l'intention de reconnaître la relation avant que quiconque ne puisse la déformer davantage. Grace voulait y assister. J'ai commencé ça en faisant le test, m'avait-elle dit. Je ne veux pas que tante Rebecca explique ce qui s'est passé pendant que je ne suis pas là. Je lui rappelai que c'était Rebecca, et non Grace, qui avait déclenché le conflit. Pourtant, je comprenais pourquoi ma fille voulait être témoin de la vérité plutôt que d'en entendre une version adoucie plus tard. Rebecca nous a remarqué dès que nous sommes entrés dans la pièce. Son sourire a disparu. « Qu'est-ce qu'elles font ici ?» demanda-t-elle à Daniel. Elles ont été invitées par Sterling Global. C'est une signature de contrat, pas une réunion de famille. Daniel jeta un coup d'œil au cadre qui prenait déjà place. Alors je vous suggère de vous comporter comme une cadre. Rebecca se tourna vers mon père. Papa, Nathalie n'a aucun rôle opérationnel et Grace est une enfant. Leur présence sape le sérieux de cette réunion. Richard regarda vers les représentants de Sterling, puis baissa la voix. C'est leur bâtiment, Rebecca. Nous n'allons pas renvoyer leurs invités. Ses yeux se posèrent sur Grace. Une seconde, je vis de la peur sous son irritation. Puis elle redressa sa veste et retourna au centre de la pièce. Michael se tenait près du fond, en tant qu'époux invité de Rebecca. Il lui avait à peine parlé depuis qu'il avait appris qu'elle avait menti sur l'approbation du mémorandum par Daniel. Lorsque Rebecca tendit la main vers lui, il fit semblant de ne pas le remarquer et ajusta son poignet à la place. Grace et moi prîmes 2 sièges près du bout de la table. Alexander n'était pas encore présent. Margaret Sloan était assise avec l'équipe juridique de Sterling, 3 dossiers empilés devant elle. Elle me fit un petit signe de tête, mais ne donna aucune indication sur le contenu de ces dossiers. Rebecca commença à répéter la première ligne de son discours à voix basse. Sur l'écran derrière elle, les logos de Dawson et Sterling apparaissaient côte à côte, au-dessus des mots cérémonie de signature du partenariat stratégique. Un photographe vérifia son appareil. Des assistants versèrent de l'eau et placèrent des stylos à côté des pages de signature. À 10 heures précises, les portes de la salle du conseil s'ouvrirent. Alexander Sterling entra, vêtu d'un costume noir, suivi du associé principal de Margaret et de 2 membres du conseil de Sterling Global. Tous les cadres de la pièce se levèrent immédiatement. Même mon père, qui se levait rarement pour qui que ce soit, repoussa sa chaise. Alexander ne salua pas Richard. Il ne regarda ni l'écran de présentation ni le contrat non signé. Ses yeux trouvèrent Grace. Un instant, son expression s'adoucit.
Grace se leva à côté de moi, incertaine si elle devait sourire. Alexander lui fit un signe de tête respectueux, puis se tourna vers le centre de la table. Je veux voir la femme qui a donné à ma petite fille ce test ADN. La main de Rebecca se crispa autour de la coupe de champagne qu'un assistant avait placée près de son dossier. Le bord heurta la table assez fort pour renverser plusieurs gouttes sur le tissu blanc. Personne ne parla. Alexander la regarda directement. « Êtes-vous Rebecca Dawson Reeves ?» Elle posa le verre, mais ses doigts tremblaient. « Oui, monsieur Sterling. Je crois qu'il y a eu un malentendu. Le test ADN était-il votre cadeau ? C'était un kit de généalogie. Les familles offrent ça tout le temps. Avez-vous dit à Grace que cela pourrait prouver quelle était l'erreur d'une autre famille ? Rebecca regarda autour de la pièce comme si elle cherchait la personne qui l'avait trahi. C'était une blague, faite lors d'une réunion de famille privée. La voix d'Alexander resta contrôlée. Une réunion privée à laquelle assistait une enfant de 12 ans que vous avez choisi d'humilier. Mon père s'avança. Alexander, je comprends que cette situation soit contrariante, mais peut-être devrions-nous séparer la question personnelle de la transaction d'aujourd'hui. Je suis d'accord, dit Alexander. C'est pourquoi j'ai demandé à mon service juridique d'évaluer la transaction indépendamment de ma relation avec Grace. Les épaules de Rebecca se détendirent légèrement. Elle semblait n'entendre que le mot indépendamment. Alexander continua, malheureusement, votre fille a rendu cette séparation impossible lorsqu'elle a envoyé une accusation personnelle à Sterling Global en utilisant le nom de Dawson Hospitality. Margaret ouvrit le premier dossier et distribua des copies du mémorandum de Rebecca. Une fut placée devant Richard, une autre devant le président du conseil d'administration de Dawson, et une troisième à côté du discours intact de Rebecca. La pièce changea à mesure que les gens commençaient à lire. Rebecca se reprit assez pour lever le menton. J'ai identifié un risque potentiel avant qu'il ne puisse nuire à l'accord. Margaret prit la parole de l'autre côté de la table. Vous avez décrit une relation biologique légalement confirmée comme non vérifiée. Vous avez suggéré que mademoiselle Dawson avait fabriqué une réclamation pour un avantage financier. Vous avez qualifié le lien familial d'un enfant mineur d'illégitime. Bien que vous n'ayez aucun accès à son dossier d'adoption ou à la documentation du laboratoire. On ne m'a pas fourni ces documents. On vous a dit que des tests de confirmation avaient eu lieu, répondit Margaret. Vous avez choisi d'affirmer le contraire. Rebecca regarda Daniel. L'entreprise avait le droit de se protéger. L'expression de Daniel ne révéla rien. Vous ai-je autorisé à envoyer ce mémorandum ? Vous saviez qu'il y avait une préoccupation. Ce n'était pas ma question. Rebecca hésita. Nous n'avions pas le temps pour le processus d'examen habituel. Ai-je approuvé le document ? Non. Michael dévisagea sa femme depuis le fond de la pièce. Tu m'as dit qu'il l'avait fait. Rebecca se tourna vers lui. Michael, pas maintenant. Tu as dit que le service juridique avait relu chaque mot. Elle l'ignora et s'adressa à Alexander. J'ai agi de bonne foi. Quoi que Nathalie vous ait dit, j'essayais d'empêcher la famille Dawson d'utiliser Grace pour influencer votre décision. Je n'ai pas demandé à Nathalie d'influencer quoi que ce soit, dit Alexander. Ni Grace ne m'a demandé d'argent, de propriété ou un rôle dans cette entreprise. La seule personne qui a utilisé son identité pour interférer avec cette transaction, c'est vous. Le visage de Rebecca commença à perdre ses couleurs. Richard ferma le mémorandum et posa les deux mains sur la table. Qu'est-ce que Sterling a l'intention de faire ? Alexander regarda enfin le contrat non signé. Sterling Global ne peut pas s'engager dans un partenariat de 120 millions d'euros avec une entreprise qui est incapable de déterminer qui est autorisé à parler en son nom. Mademoiselle Dawson Reeves a utilisé le papier en tête de l'entreprise pour présenter une spéculation personnelle commune. Évaluation de risque officielle. Elle a transmis des informations sur un enfant sans examen juridique et a tenté d'influencer les négociations pour des raisons liées à sa propre succession. Ce n'est pas vrai, dit Rebecca. Margaret ouvrit le deuxième dossier. Votre assistante de direction a documenté vos demandes. Elle a également documenté qu'elle vous a averti que les dossiers d'adoption étaient scellés et inaccessibles. Je ne lui ai jamais demandé de violer la loi. Vous lui avez demandé d'obtenir des informations qu'elle n'avait aucune raison professionnelle ou autorité d'obtenir, dit Daniel. Quand elle a refusé, vous avez écrit le mémorandum quand même. Rebecca regarda notre père.
Papa, dis-leur que je protégeais l'entreprise. Le silence de Richard fut la première réponse qu'elle reçut. Alexander s'adressa à la salle. La signature sera suspendue jusqu'à ce que Dawson Hospitality termine une enquête indépendante et démontre un contrôle adéquat sur les communications de ses dirigeants. Sterling Global ne négociera pas sous la pression familiale, que cette pression soit dirigée contre moi ou contre Grace. Plusieurs cadres de Dawson échangèrent des regards effrayés. Un accord suspendu pourrait coûter à l'entreprise des engagements de financement, des sites d'expansion et des mois de préparation. Rebecca comprit que chaque personne dans la pièce associait désormais ce danger à son nom. Elle se tourna vers moi. Tu as organisé ça. Je n'ai pas écrit ton mémorandum. Tu lui as raconté une histoire sur l'anniversaire et tu as amené Grace ici pour me faire honte. Avant que je puisse répondre, Grace parla de sa place à côté de moi. Sa voix était basse, mais la pièce était si silencieuse que tout le monde l'entendit. Je n'ai fait que ce que tu m'as dit de faire. J'ai fait le test. Rebecca la regarda comme si l'enfant qu'elle avait méprisé était devenu quelqu'un qu'elle ne reconnaissait plus. Grace continua, tu voulais la preuve que j'appartenais à une autre famille. Tu n'as juste pas aimé la famille qu'elle a trouvée. Alexander ne sourit pas. Moi non plus. Ce n'était pas une victoire que Grace aurait dû être forcée de remporter. Daniel ferma son dossier et se dirigea vers Rebecca. En attendant l'examen, vous êtes mise en suspension administrative. J'ai besoin de votre badge, de votre ordinateur portable et de votre téléphone d'entreprise. Vous ne pouvez pas me suspendre devant notre partenaire. Ce n'est pas la décision de Sterling. C'est une mesure de gouvernance de Dawson. Rebecca regarda de nouveau Richard. Je suis ta directrice des opérations. Tu es tenu de te conformer, dit mon père, la voix à peine un murmure. Pour la première fois, il ne la sauva pas. Rebecca retira sa carte d'accès et la laissa tomber sur la table. Elle tendit son téléphone à Daniel, puis s'agrippa à l'ordinateur portable comme si le rendre signifiait abandonner tout ce qu'elle avait construit. Michael ne s'approcha pas d'elle. Quand elle relâcha enfin l'ordinateur, Daniel le passa à un agent de sécurité informatique qui attendait près de la porte. Rebecca sortit sans regarder Grace. Les portes se refermèrent derrière elle, laissant les dossiers de contrat, les stylos de cérémonie et le champagne intacts, exactement là où ils avaient été placés. Personne ne s'assit au centre de la table. L'accord de 120 millions d'euros restait ouvert à la page des signatures, sans un seul nom écrit dessus. La signature du contrat s'est terminée sans signature, sans photo et sans discours. Les avocats de Sterling Global ont d'abord escorté leurs dirigeants à l'extérieur, tandis que Daniel a demandé à l'équipe de Dawson de ne pas discuter de l'accord suspendu en dehors de la salle. Rebecca avait déjà été emmenée en bas par un agent de sécurité informatique pour récupérer ses effets personnels sous surveillance. Le temps que Grace et moi atteignions le hall, son nom avait disparu de l'annuaire électronique à côté des ascenseurs. Le silence dans la voiture a duré jusqu'à ce que nous entrions dans le Westchester. Grace était assise, le front contre la vitre, regardant la silhouette de la ville s'éloigner derrière nous. Je m'attendais à ce qu'elle pose des questions sur Alexander ou l'enquête. Au lieu de cela, elle a demandé combien de personnes travaillaient pour Dawson Hospitality. Un peu plus de 600, dis-je. Ses épaules se crispèrent. Que se passera-t-il si Sterling annule le contrat? L'entreprise ajustera ses plans. Ce sera peut-être difficile, mais c'est aux dirigeants et au conseil d'administration de gérer ça. Et si des gens perdent leur emploi à cause de moi? Je me suis garé dans un parking tranquille avant de répondre. Grace, tu n'as pas envoyé ce mémorandum. Tu n'as pas utilisé le papier à en-tête de l'entreprise. Tu n'as pas menti sur un test légal, demandé à un employé de chercher des informations privées, ou prétendu avoir une autorité que tu n'avais pas. Mais rien de tout ça ne serait arrivé si je n'avais pas fait le test. Le test n'a pas forcé Rebecca à faire toutes ces choses. Il lui a donné plusieurs occasions de s'arrêter. Grace baissa les yeux. Elle a dit que j'avais tout gâché. Elle a dit ça parce que blâmer un enfant est plus facile que d'admettre qu'elle a mis l'entreprise en danger elle-même. Je voulais que Grace comprenne la différence entre faire partie d'une séquence d'événements et être responsable des choix d'une autre personne. Rebecca avait passé des années à enseigner à la famille de confondre ces choses. Chaque fois qu'elle causait du tort, la personne qui s'y opposait devenait celle qui créait un drame. Je ne laisserai pas cette leçon s'installer en ma fille. La suspension de Rebecca a été officiellement annoncée au personnel de direction cet après-midi-là.
Lavi la décrivait comme une mesure administrative en attendant un examen indépendant. Elle continuait de recevoir son salaire, mais son accès au bureau, au système et aux employés de l'entreprise était supprimé. Daniel a averti tous les cadres que la suppression de dossiers ou le contact avec des témoins au sujet de leur témoignage pourrait entraîner un licenciement immédiat. Rebecca n'a ignoré que la partie concernant le contact avec la famille. Elle m'a appelé 8 fois avant le dîner. Quand j'ai bloqué son numéro, elle a utilisé le téléphone de notre mère. J'ai répondu uniquement parce que je pensais qu'Hélène pourrait avoir besoin d'aide. Nathalie, tu dois appeler Alexander, a dit Rebecca sans me saluer. Dis-lui que tu as mal compris le mémorandum. Je l'ai lu. Tu as lu la version que les avocats de Sterling ont présentée pour me faire passer pour une imprudente. C'était le document que tu as signé. Je protégeais des centaines d'employés. Tu as décrit Grace comme une réclamation motivée financièrement. J'ai décrit le risque objectivement. Tu as qualifié une enfant de 12 ans d'illégitime sans utiliser le mot. Rebecca expira brusquement. Si tu ne répares pas ça, l'entreprise pourrait perdre l'accord. Je ne suis pas responsable de la réparation de quelque chose que tu as choisi de casser. Elle m'a dit que je prenais plaisir à la situation, que j'avais toujours été jalouse de son succès, et que l'attention d'Alexander m'avait enfin donné un moyen de la punir. J'ai mis fin à l'appel quand elle a commencé à élever la voix. 10 minutes plus tard, Hélène a envoyé un message demandant si je pouvais au moins aider tout le monde à se calmer. Je n'ai pas répondu. Michael a appelé ce soir-là depuis un hôtel de White Plains. Il avait emmené Ethan et Ava avec lui après avoir confronté Rebecca au sujet du mémorandum. Elle prétend toujours que Daniel savait qu'elle l'envoyait, dit-il. Il ne le savait pas. Je lui ai montré le message qu'elle m'a envoyé, disant que le service juridique avait approuvé chaque mot. Elle m'a dit que j'aurais dû comprendre qu'elle voulait dire que le document était juridiquement défendable, pas formellement approuvé. Ce n'est pas ce qu'elle a dit. Je sais. Il semblait épuisé plutôt qu'en colère. Pendant des années, Michael avait survécu à son mariage en acceptant les explications de Rebecca avant qu'elles ne deviennent des disputes. Cette stratégie avait protégé son confort, pas sa famille. Ava est contrariée, continua-t-il. Rebecca lui a demandé de poster quelque chose en ligne disant que le test ADN était une blague de famille inoffensive qui avait été sortie de son contexte. Ma prise se resserra sur le téléphone. Elle a demandé à une jeune de 14 ans de la défendre publiquement. Ava a refusé. Elle a dit à Rebecca que Grace n'avait jamais ri. Je fermai les yeux un instant. Garde les 2 enfants en dehors de l'affaire de l'entreprise. Je le ferai. Ethan a appelé Grace le lendemain. Je suis resté à proximité, mais je l'ai laissé décider si elle voulait répondre. Elle a mis le téléphone sur haut-parleur sans que je le lui demande. J'aurais dû dire quelque chose à la fête, lui dit-il. Je savais que ce que maman avait dit était mal, mais j'ai pensé que si je restais silencieux, ça se terminerait plus vite. Ça ne s'est pas terminé, répondit Grace. Je sais. Je suis désolé. Grace ne l'a pas rassuré ni dit que le silence avait été acceptable. Elle l'a remercié de s'être excusée et a mis fin à l'appel quelques minutes plus tard. Ensuite, elle m'a dit qu'elle n'était pas en colère contre Ethan, mais qu'elle ne voulait pas que la culpabilité de tout le monde devienne un autre problème qu'elle devait résoudre. Je lui ai dit que c'était une limite raisonnable. L'enquête indépendante a commencé le lendemain matin. Le conseil d'administration de Dawson a engagé un cabinet d'avocats externes plutôt que de laisser Daniel mener l'examen seul. Daniel est resté responsable de la conservation des dossiers de l'entreprise pendant que les avocats externes interrogeaient Claire Kim, d'autres membres du personnel de Rebecca, et tous les cadres qui avaient vu le mémorandum avant son envoi. Le témoignage de Claire a établi que Rebecca lui avait demandé de localiser les dossiers d'adoption de Grace, les archives judiciaires et tout document identifiant le père de Mara. Claire avait expliqué que les dossiers d'adoption étaient scellés et qu'aucune de ces demandes ne servait un objectif d'entreprise légitime. Elle n'a cherché que des sources publiques et a documenté son refus d'aller plus loin. Les enquêteurs ont également récupéré un message supprimé dans lequel Rebecca disait à Claire, si le service juridique demande, c'était une recherche d'informations de routine pour la transaction Sterling. Claire n'avait pas répondu. Le système de l'entreprise montrait que Rebecca avait rédigé le mémorandum depuis son ordinateur portable professionnel, y avait joint le papier à en-tête de Dawson et l'avait envoyé directement au service juridique de Sterling, sans copier Daniel ou le président du conseil. Après que Sterling eut demandé une explication, elle a supprimé un message de Michael lui demandant si Daniel avait approuvé le document.
La suppression ne l'a pas enlevé des archives de l'entreprise. Daniel m'a appelé le 3e jour de l'examen. Il a demandé le message d'anniversaire dans lequel Rebecca avait écrit une meilleure famille, déjà, et les photos montrant le kit ADN qu'elle avait présenté à Grace. Je les fournirai par l'intermédiaire de mon avocat, dis-je, mais je ne participerai pas à la décision de sa punition. C'est approprié. Je veux aussi que le procès-verbal du conseil reflète que je me récuse, car Rebecca est ma sœur et Grace est ma fille. Il en sera ainsi. Daniel m'a dit qu'Alexander avait pris la même position avec Sterling Global. Il ne participerait pas à l'évaluation finale de l'accord Dawson. La décision serait prise par un comité indépendant après que Dawson aurait terminé son examen de gouvernance. Cela importait pour moi. Je ne voulais pas que Rebecca prétende qu'un grand-père puissant l'avait détruite à cause d'une seule phrase cruelle. Ces conséquences devaient provenir de documents, de témoignages et de décisions qu'elle avait prises après d'innombrables occasions de s'arrêter. Mon père n'était pas d'accord. Il est venu chez moi ce soir-là, portant le résumé préliminaire de l'enquête. Son visage paraissait plus vieux que dans la salle du conseil. Rebecca devrait être sanctionnée, dit-il. Personne ne le conteste. Que proposes-tu? Une rétrogradation significative. Elle perdrait la responsabilité du compte Sterling et rendrait compte à un directeur des opérations externes pendant 1 an. Tu veux toujours qu'elle devienne PDG à terme. Elle a donné 20 ans à l'entreprise. Et a utilisé ce poste pour cibler ma fille. Elle a pris une terrible décision sous la pression. Elle a pris une série de décisions. La pression venait de sa peur que Grace puisse menacer son statut. Richard regarda vers le couloir pour s'assurer que Grace ne pouvait pas nous entendre. La licencier pourrait détruire sa carrière. La garder dit à chaque employé que les cadres supérieurs peuvent abuser des ressources de l'entreprise tant que leur père est le PDG. Daniel lui avait apparemment averti de la même chose. Le comité d'examen de Sterling considérerait une punition symbolique comme la preuve que Dawson Hospitality ne pouvait pas se gouverner elle-même. L'accord serait presque certainement retiré si Rebecca restait à un poste de direction. Mon père se frotta le visage. Elle reste ma fille. Ne le fera-t-il pas? Le mot l'arrêta avant qu'il ne puisse répondre. Une portière de voiture claqua dehors. Rebecca traversa mon allée sans manteau, les cheveux lâches et le visage pâle de colère. Richard ouvrit la porte avant que je ne puisse l'arrêter. Elle entra, sans téléphone, sans porte-document, sans explication peaufinée. Le conseil vote demain, dit-elle. Daniel m'a dit qu'ils envisagent le licenciement. Tu n'es pas censé contacter les témoins, répondit Richard. Je contacte ma famille. Ses yeux me trouvèrent. Michael a emmené les enfants à l'hôtel. Ava ne me parle plus, et Ethan pense que je suis une sorte de monstre. Si je perds mon travail, tout leur avenir change. Je me mis entre elle et le couloir. N'utilise pas tes enfants pour que Grace se sente responsable. Je te demande de considérer ce que ta vengeance leur coûtera. Ce n'est pas mon vote. Tu possèdes des actions. Alexander t'écoute. Papa t'écoute quand tu le fais culpabiliser. Un coup de fil pourrait arrêter ça. J'étudiais la femme qui avait passé 1 mois à insister sur le fait que chaque conséquence était causée par quelqu'un d'autre. Elle avait blâmé le test, le timing, les avocats d'Alexander Sterling, Daniel, Michael et moi. Même maintenant, elle ne pouvait pas nommer la seule personne dont les choix l'avaient amenée à ma porte. Tu n'as pas perdu ton avenir à cause d'une blague, dis-je. Tu as continué à choisir la cruauté chaque fois que tu avais une chance de t'arrêter. Rebecca me dévisagea, attendant la phrase qui suivait habituellement, celle où je m'adoucissais, m'excusais ou proposais un compromis. Elle n'est jamais venue. Richard ne promit pas de la protéger. Il lui dit que le conseil examinerait les preuves le matin et qu'elle aurait l'occasion de répondre par l'intermédiaire d'un avocat. Pour la première fois de sa vie, ma sœur quitta une confrontation familiale sans que notre père ne lui assure que tout serait arrangé. Le vote du conseil était prévu à 9 h le lendemain matin. Je n'entrai pas dans la salle du conseil lorsque le vote commença. Mon avocat et Daniel m'avaient tous deux conseillé de rester à l'extérieur, car j'avais soumis des preuves, possédais des actions de l'entreprise et étais la sœur de Rebecca. N'importe laquelle de ces connexions pourrait lui permettre de prétendre que le processus avait été influencé par une vengeance personnelle. J'attendis dans une salle de conférence vide de l'autre côté du couloir, Grace à mes côtés. Elle avait demandé à venir, car elle ne voulait pas passer une autre journée à se demander si les adultes rétabliraient tranquillement tout ce que Rebecca avait perdu.
Je lui dis que la réunion n'était pas un procès et qu'aucune décision prise dans cette salle ne pourrait changer qui elle était. Pourtant, je comprenais pourquoi elle avait besoin de savoir si l'entreprise imposerait enfin une limite que ma famille avait évitée pendant des années. À travers la paroi de verre, je pouvais voir Daniel placer plusieurs classeurs devant les directeurs. Claire qui m'entra avec un avocat externe et resta près de 40 minutes. Quand elle sortit, son visage était pâle mais stable. Elle s'arrêta en me voyant. Je leur ai dit exactement ce qui s'est passé, dit-elle. Madame Reeves m'a demandé de trouver des documents judiciaires sur Grace. Je lui ai dit que les dossiers d'adoption étaient scellés et que je n'avais aucune raison légale d'y accéder. Elle m'a dit d'être créative. As-tu fait autre chose que des recherches publiques? Non. J'ai cherché la notice nécrologique, les publications commémoratives et les bases de données commerciales. J'ai documenté que j'avais refusé tout le reste. Tu n'aurais jamais dû être mise dans cette position. Claire regarda vers les portes de la salle du conseil. Elle n'arrêtait pas de dire que l'entreprise dépendait d'elle. Au bout d'un moment, on aurait dit qu'elle croyait que les règles n'existaient que pour les gens en dessous d'elle. L'avocat externe la rappela pour clarifier un dernier point. Je la regardai retourner sans baisser la tête. Daniel m'a dit plus tard que les preuves n'étaient pas compliquées. Rebecca avait sciemment utilisé le papier à en-tête de l'entreprise sans approbation, avait présenté des spéculations comme des faits vérifiés, avait dissimulé la communication au service juridique et avait tenté de supprimer des messages après que Sterling eut demandé une explication. Les dossiers récupérés montraient également qu'elle avait demandé à Claire de décrire l'enquête comme une recherche commerciale de routine si quelqu'un posait des questions. La preuve la plus accablante n'était pas l'insulte d'anniversaire, c'était le mois de décision qui avait suivi. Richard est resté à l'intérieur plus longtemps que quiconque ne s'y attendait. Quand la porte s'est finalement ouverte, il n'est pas venu me voir immédiatement. Il s'est tenu au bout du couloir, les deux mains dans les poches, regardant par une fenêtre le parking en contrebas. Daniel s'est approché et m'a demandé si je voulais que la décision formelle soit lue dans la salle de conférence. J'ai dit oui. Grace s'est assise assez près pour que nos épaules se touchent. Le conseil avait voté pour mettre fin à l'emploi de Rebecca en tant que directrice des opérations. Elle était retirée du plan de succession de l'entreprise et interdite de représenter Dawson Hospitality dans toute capacité commerciale, juridique ou publique. Sa prime de performance liée à l'accord Sterling était annulée en vertu des dispositions sur la conduite des cadres. La partie non acquise de sa prime en actions retournerait à l'entreprise. Elle conserverait les actions qu'elle possédait déjà légalement. Personne n'inventait une punition au-delà des contrats qu'elle avait signés. Elle perdait simplement tous les avantages qui dépendaient d'un service continu et du respect des normes éthiques de l'entreprise. Richard est entré pendant que Daniel expliquait la décision. Sa voix était rauque quand il a parlé. J'ai dit au conseil que j'avais encouragé la conviction que Rebecca deviendrait PDG, peu importe comment elle traitait les gens. Je le regardais, incertaine s'il attendait un pardon. Il continua, il y a eu des plaintes au fil des ans. Rien de tel. Mais assez pour que j'aurais dû intervenir. Je la qualifiais d'exigeante quand j'aurais qualifié un autre cadre d'abusif. Je la qualifiais de décisive quand elle ignorait les conseils juridiques. Je pensais que protéger sa confiance la rendait forte. Ça lui a fait croire que les conséquences étaient négociables, dis-je. Oui. C'était la première fois que mon père admettait que le comportement de Rebecca n'était pas apparu en un seul mois. Le conseil n'avait pas seulement sanctionné une cadre, il avait rejeté l'avenir qu'il avait passé des années à arranger pour sa fille préférée. À midi, Sterling Global a publié sa réponse. L'accord ne serait pas abandonné, mais les négociations ne reprendraient qu'après que Dawson Hospitality aurait nommé un directeur général indépendant et adopté de nouveaux contrôles sur les communications externes. L'entreprise devait également établir un canal de signalement protégé pour les employés, renforcer son processus d'approbation des documents et exiger une formation en gouvernance pour les cadres supérieurs. Alexander n'avait pas participé à la décision du comité. Moi non plus. Les conditions venaient des directeurs indépendants de Sterling après qu'ils eurent examiné l'enquête de Dawson. L'entreprise survivrait, mais Rebecca ne serait pas autorisée à revenir en tant que personne qui l'avait sauvée. Elle est arrivée chez mes parents ce soir-là. Michael m'avait demandé d'y amener Grace parce qu'il voulait qu'Ethan et Ava récupèrent des vêtements sans faire face à une autre dispute. J'ai accepté seulement après que mon père eut promis que Rebecca ne serait pas présente. Elle est venue quand même. Grace était assise à côté d'Ava sur le canapé du salon quand Rebecca est entrée. Ethan se tenait près de l'escalier, un sac de sport sur l'épaule.
Michael l'a suivie à l'intérieur, clairement ignorant qu'elle l'avait suivie en voiture. L'apparence de Rebecca m'a surprise. Elle s'était toujours habillée comme si chaque pièce pouvait contenir quelqu'un d'important. Ce soir-là, elle portait le pantalon de la veille, un chemisier froissé et pas de maquillage. Ses yeux passèrent devant Michael et se posèrent immédiatement sur Grace. « J'ai besoin de te parler, dit-elle. » Je m'avançai. « Pas sans moi. Ça la concerne. C'est exactement pourquoi je reste. » Rebecca prit une profonde inspiration et s'assit sur le fauteuil en face de Grace. « Je sais que le cadeau d'anniversaire t'a contrarié. J'aurais dû l'expliquer différemment. » Grace ne répondit pas. Rebecca continua, « Je n'ai jamais eu l'intention qu'une blague de famille menace des centaines d'emplois ou détruise tout ce que j'ai passé 20 ans à construire. Monsieur Sterling te respecte maintenant. Si tu lui disais que tu as compris que je plaisantais, peut-être qu'il reconsidérerait. » Michael ferma les yeux. Ava dévisagea sa mère, incrédule. Grace resta immobile. « Tu veux que je lui dise que ça ne m'a pas fait mal ? Je veux que tu dises la vérité. » Je la dis. La voix de Rebecca se tendit. « Grace, les adultes disent parfois mal les choses. Ça ne veut pas dire que toute leur vie devrait être ruinée. Une blague se termine quand l'autre personne arrête de rire, dit Grace. Tu as continué pendant 1 mois. » Le visage de Rebecca changea comme si elle avait été frappée. Elle se tourna vers moi, s'attendant à ce que je corrige le ton de Grace ou adoucisse sa déclaration. Au lieu de cela, je dis, elle t'a répondu. Tu peux arranger ça, Nathalie. Alexander t'écoute. Dis-lui que l'entreprise a géré le problème et que je peux revenir dans un rôle réduit. Le conseil a géré le problème en te renvoyant. Tu sais que papa ne peut pas diriger éternellement. Ils embaucheront un étranger qui ne comprend pas cette famille. C'est en partie le but. Rebecca se leva brusquement. Tu as toujours détesté que j'ai été choisi. J'ai détesté ce que le fait d'être choisi t'a permis de devenir. J'ai fait une erreur. Non. Tu as rendu l'anniversaire cruel. Ensuite, tu t'es moqué de Grace après qu'elle a envoyé le test. Tu as essayé d'enquêter sur des dossiers scellés. Tu as menti sur le résultat légal, utilisé l'autorité de l'entreprise que tu n'avais pas. Et supprimé des preuves quand on t'a interrogé. On t'a offert un moyen d'arrêter à chaque étape. Elle se tourna vers Michael. Dis quelque chose. Il posa le 2e sac d'éthane près de la porte. Je t'ai cru quand tu as dit que Daniel avait approuvé le mémorandum. Je t'ai défendu à cause de ce mensonge. J'essayais de nous protéger. Tu as demandé à Eva de te défendre en ligne. Tu as blâmé Grace pour le contrat. Tu as passé chaque jour depuis la signature à dire à nos enfants que tout le monde était responsable. Ce sont mes enfants. Et ce ne sont pas des outils pour réparer ta réputation. Michael lui dit qu'il avait loué un appartement pour les 3 prochains mois. Ethan et Ava resteraient avec lui pendant que Rebecca commencerait une thérapie et déciderait si elle pouvait parler de la situation sans blâmer un enfant. Rebecca regarda Ethan. Tu pars aussi ? Il ajusta le sac sur son épaule. Je ne veux pas choisir de camp, maman. Je ne veux juste plus continuer à entendre que Grace t'a fait ça. Ava prit brièvement la main de Grace avant de se lever. Je t'ai dit à la fête que ce n'était pas drôle. Rebecca se tourna vers ma mère, désespérée de recevoir le sauvetage familier. Hélène ouvrit la bouche. Rebecca, seulement, puis elle s'arrêta. Pendant plusieurs secondes, ma mère sembla lutter contre la phrase qu'elle avait utilisée pendant la majeure partie de nos vies. Rebecca ne voulait que bien faire. Rebecca n'a fait qu'une erreur. Rebecca n'avait besoin que d'une autre chance. Hélène baissa les yeux. Je ne peux plus expliquer ça pour toi. Rebecca regarda autour de la pièce comme si chaque personne avait rompu un accord qu'elle croyait éternel. Puis, elle prit son sac à main et se dirigea vers la porte. Personne ne la suivit. Nous avons écouté sa voiture démarrer et disparaître au bout de l'allée de mes parents. Pour la première fois, ma sœur partit sans la promesse que quelqu'un d'autre nettoierait ce qu'elle avait fait. 3 jours après que Rebecca eut quitté la maison de mes parents, Margaret Sloan appela pour demander si Grace et moi pouvions rencontrer Alexander au bureau de son avocat. Sa voix était plus douce que d'habitude, et avant même qu'elle n'explique pourquoi, je savais qu'ils avaient trouvé quelque chose lié à June. La famille Sterling conservait des archives privées depuis des décennies.
La plupart des boîtes contenaient des registres commerciaux ordinaires, des comptes de maison et une correspondance que personne n'avait examinée depuis la mort du père d'Alexander. Après le résultat ADN, Alexander avait ordonné à un archiviste indépendant de fouiller chaque dossier associé à June Ellis. Près du fond d'une armoire verrouillée, ils avaient trouvé une enveloppe adressée à lui, de la main de June. Elle n'avait jamais été ouverte. Grace était assise à côté de moi quand je lui ai dit. Elle a fixé la photo de Mara sur la cheminée avant de demander si Alexander avait lu la lettre. Non, dis-je. Il veut que tu décides si on la lit ensemble. Pourquoi moi? Parce que ce que June a écrit a aussi changé la vie de Mara. Grace réfléchit longuement. Je veux la voir. La réunion eut lieu dans la même salle de conférence sobre où Grace avait rencontré Alexander pour la première fois. Il se tenait près de la fenêtre quand nous sommes entrés, mais il ne s'est pas approché avant que Grace ne hoche la tête. L'enveloppe se trouvait à l'intérieur d'une pochette de protection transparente sur la table. Le papier avait jauni et un coin était plié. June avait écrit le nom d'Alexander à l'encre bleu foncé, suivi de l'adresse de la maison familiale d'Esterling. Un deuxième document reposait à côté. Margaret expliqua qu'un archiviste avait trouvé une note interne rédigée par la secrétaire du père d'Alexander. Elle enregistrait l'arrivée de la lettre de June et donnait l'instruction que toute réponse soit gérée à l'insu d'Alexander. Le mensonge n'était plus une théorie. Alexander s'assit en face de Grace, paraissant plus âgé qu'à la signature du contrat. « Je ne l'ai pas ouverte, dit-il. La lettre m'était destinée, mais la vérité qu'elle contient appartient à plus d'une personne maintenant. » Grace toucha le bord de la pochette de protection. « Vous avez vraiment attendu? » « Oui. » Vous n'aviez pas peur que je dise non? J'avais peur que tu le fasses. Ça ne me donnait pas le droit de décider pour toi. Margaret apporta un coupe-papier et des gants. Grace me demanda d'ouvrir l'enveloppe, car ses mains tremblaient. Je fis glisser la lame avec précaution sous le bord scellé et en sortis 4 pages pliées. L'écriture de June était plus petite que je ne l'imaginais. Les premières lignes décrivaient à quel point il avait été difficile de quitter New York sans revoir Alexander. Elle écrivait qu'elle avait reçu son message et comprenait qu'il avait choisi les attentes de sa famille plutôt que la vie qu'ils avaient imaginée ensemble. Alexander ferma brièvement les yeux, mais n'interrompit pas. June écrivait qu'elle était enceinte. Elle ne lui demandait pas d'argent. Elle ne menaçait pas de contacter la presse ou de mettre sa famille dans l'embarras. Elle disait qu'elle avait trouvé du travail, qu'elle avait un endroit sur où vivre et qu'elle élèverait le bébé, qu'il réponde ou non. Elle voulait qu'il le sache, car l'enfant méritait au moins un début honnête. Grace écouta pendant que je lisais. Quand j'atteignis le dernier paragraphe, ma voix se serra. Notre enfant mérite de savoir qu'elle n'a jamais été une erreur. Quoi que tu penses de moi, s'il te plaît, ne la laisse pas grandir en croyant que son existence était quelque chose de honteux. La pièce devint complètement silencieuse. Ces mots avaient attendu 40 ans dans une armoire verrouillée pendant que Mara grandissait en se demandant pourquoi son père n'avait pas voulu d'elle. June avait cru qu'Alexander avait reçu la lettre et les avait rejetées toutes les deux. Alexander avait cru que June avait choisi une autre vie et ne voulait plus de lui. Grace tendit la main vers la page. Je la posai devant elle. Elle a écrit la même chose que tante Rebecca, murmura Grace. Sauf qu'elle a dit le contraire. Alexander la regarda. June savait ce qui comptait. Ta tante, non. Grace étudia son visage. Si vous l'aviez reçu, seriez-vous allé les voir? Il ne répondit pas rapidement. Je veux dire oui sans hésitation. J'aimais June, et je crois que j'aurais voulu Mara. Mais j'étais encore contrôlé par mon père d'une manière que je n'ai comprise que bien plus tard. Je ne peux pas promettre que j'aurais été assez courageux immédiatement. Grace parut déçue, mais il continua, je peux promettre que j'aurais su que ma fille existait. J'aurais eu l'occasion de la choisir. Mon père a pris ce choix à June, à Mara et à moi. Vous avez arrêté de chercher, dit Grace. Oui. Cette partie était votre choix. Oui. Alexander accepta le jugement sans se défendre. Je le respectais plus pour cela que je n'aurais respecté une réponse parfaite. Il demanda s'il pouvait voir plus de photos de Mara. J'ouvris le dossier que j'avais apporté et en posai plusieurs sur la table. Il y avait Mara à 21 ans, assise sur le capot de ma vieille voiture parce qu'elle était tombée en panne à l'extérieur d'Albany. Il y avait Mara tenant Grace nouveau-née, épuisée et souriante. Sur une autre, elle se tenait à côté de Daniel dans la chambre de bébé inachevée,
tous deux couverts de peinture jaune. Alexander étudia chaque photo comme si elle contenait des informations qu'aucun laboratoire ne pouvait fournir. Comment était-elle quand elle était en colère, demanda-t-il. Silencieuse au début, dis-je. Puis très précise. Mara ne criait jamais quand une seule phrase pouvait faire plus de dégâts. Grace sourit faiblement. Maman dit que je fais ça aussi. Tu le fais, lui dis-je. Alexander regarda de Grace à la photo. Elle a le sourire de June, mais ses yeux sont les miens. Cette fois, il se permit de le dire. Il posa des questions sur le travail de Mara, les livres qu'elle aimait et la façon dont elle avait rencontré Daniel. Je lui racontai comment elle laissait des notes manuscrites dans les livres de bibliothèque pour le lecteur suivant. Grace lui montra une carte postale que Mara avait écrite avant sa naissance, promettant de l'emmener à l'océan un jour. Alexander ne tourna pas la conversation vers son propre deuil. Il écouta. Quand il posait des questions, elles concernaient Mara plutôt que les années qu'il avait perdues. Pour la première fois, Grace put rendre sa mère biologique à quelqu'un qui n'avait jamais été autorisé à la connaître. Vers la fin de la réunion, Alexander posa un dossier sur la table, mais ne l'ouvrit pas. « J'aimerais créer un fonds d'études pour Grace, dit-il. Pas parce qu'elle a besoin de prouver quoi que ce soit, et pas en guise de paiement pour le passé. C'est quelque chose que j'aurais fait pour l'enfant de Mara si j'avais su. Je ne rejetais pas l'offre, mais je posais des conditions. Le fonds serait administré par un fiduciaire indépendant. Il n'exigerait pas que Grace utilise un nom de famille Sterling, fréquente une école particulière ou maintienne le contact avec qui que ce soit. Alexander ne contrôlerait pas les retraits et n'utiliserait pas l'argent pour influencer les décisions concernant son avenir. Il accepta avant même que j'aie fini. Je ne veux pas non plus d'annonce publique sans le consentement de Grace, dis-je. Il n'y en aura aucune. Pas d'interview, de campagne de fondation ou de photos de famille soigneusement arrangées. Je comprends. Grace le regarda. J'ai une représentation de piano le mois prochain. L'expression d'Alexander s'adoucit. Voudrais-tu que j'y assiste? Oui, mais tu devras t'asseoir avec maman. Je serai honoré. Elle hésita avant d'ajouter, tu peux venir, papy Alexander. Le titre était prudent, presque formel, mais c'était la première fois qu'elle lui donnait une version de ce mot. Alexander baissa les yeux un instant. Merci, Grace. Mes parents sont venus chez nous ce week-end-là. Hélène a demandé à parler à Grace en privé, mais Grace voulait que je sois présente. Ma mère s'est assise sur le canapé, les mains jointes, et n'a pas commencé par une excuse. J'aurais dû te défendre à ton anniversaire, dit-elle. J'ai vu que tu étais blessé, et je me suis tue parce que j'avais peur que la famille se dispute. C'était mal. Grace l'observa attentivement. Pourquoi as-tu dit à maman de ne pas gâcher la soirée? Parce que lui demander de se taire était plus facile que d'affronter Rebecca. Ça a fait passer maman pour le problème. Je sais. Hélène s'est excusée sans dire que Rebecca n'avait fait que plaisanter. Elle n'a pas demandé à Grace de lui pardonner immédiatement. Grace l'a remerciée d'avoir admis la vérité, mais a dit qu'elle avait encore besoin de temps avant d'assister à une autre grande réunion de famille. Ma mère a accepté cette limite. Les excuses de Richard étaient moins polies, mais plus honnêtes que ce à quoi je m'attendais. Il a admis qu'il avait ignoré des années d'avertissement au sujet de Rebecca parce que son ambition profitait à l'entreprise. Il avait récompensé sa confiance et ignoré les dégâts qu'elle causait lorsque les gens la défiaient. Je lui ai appris que les conséquences pouvaient toujours être négociées, dit-il. Puis j'ai attendu que tout le monde vive avec le résultat. Grace demanda s'il aurait défendu Rebecca si le contrat Sterling n'avait pas été en jeu. Richard parut honteux. Je ne sais pas. C'est l'une des raisons pour lesquelles je t'ai manqué de respect. Grace n'a pas offert de pardon, mais elle l'a laissé lui donner une carte d'anniversaire qu'il n'avait jamais réussi à lui donner pendant la fête. Ce soir-là, Grace et moi avons relu la lettre de June à notre table de cuisine. Alexander nous avait donné une copie certifiée conforme, tandis que l'original restait conservé avec les archives de la famille. Grace traça la dernière ligne du doigt, notre enfant mérite de savoir qu'elle n'a jamais été une erreur. Elle regarda la photo de Mara, puis moi. Tu penses que Mara aurait voulu le rencontrer? Je pense qu'elle aurait posé des questions plus difficiles que nous deux. Grace sourit. Alors peut-être que j'ai hérité ça d'elle. Elle plia la copie avec soin et la plaça à côté des lettres de Mara. Le test ADN n'avait pas réparé les années volées à June, Mara ou Alexander.
Il n'avait pas effacé la cruauté de Rebecca ou le silence de mes parents. Ce qu'il avait fait, c'était de ramener une vérité qui n'aurait jamais dû être enterrée. Mara n'avait pas été abandonnée parce qu'elle n'était pas désirée. Elle avait été séparée de son père par un mensonge, et Grace avait finalement ramené la vérité à la maison. Un an plus tard, l'automne est revenu à New York, avec les mêmes teintes cuivrées et dorées qui avaient encadré le 12e anniversaire de Grace. L'érable devant notre fenêtre de cuisine avait commencé à perdre ses feuilles sur la pelouse, et Grace répétait au piano pendant que je disposais 13 bougies sur un gâteau qu'elle avait choisi elle-même. Cette année, la fête aurait lieu chez nous. Il n'y aurait pas de dîner formel, pas de conversation d'actionnaires, et pas d'invités simplement parce qu'ils partageaient notre nom de famille. Dawson Hospitality avait survécu à la crise après avoir achevé les réformes de gouvernance exigées par Sterling Global. Le conseil d'administration avait embauché un directeur général indépendant, extérieur à la famille Dawson. Richard était resté en tant que conseiller de transition, mais il ne contrôlait plus la succession ni ne décidait quelles règles s'appliquaient à quel enfant. L'accord de 120 millions d'euros a finalement été signé, non pas parce qu'Alexander a pardonné à l'entreprise par faveur personnelle, mais parce que Dawson a prouvé qu'elle pouvait fonctionner sans protéger Rebecca. L'entreprise a introduit un processus d'approbation formelle pour les communications externes, un système de signalement confidentiel pour les employés et des examens éthiques annuels pour les cadres supérieurs. Claire Kim a été promue à un rôle de conformité après que le conseil eut reconnu qu'elle avait documenté les instructions de Rebecca et avait refusé de franchir une limite légale. Daniel est resté conseiller juridique, bien qu'il ait rappelé à tout le monde que les systèmes de conformité n'importaient que lorsque les gens étaient prêts à les utiliser. J'ai accepté un siège au comité d'éthique et de bien-être des employés de l'entreprise. Je n'avais aucun désir de devenir PDG ou de retourner à la compétition que Rebecca avait passé sa vie à essayer de gagner. Mon rôle était limité, mais il me donnait une voix chaque fois que des décisions affectaient des employés qui n'avaient pas de nom de famille, de lien avec le conseil ou le pouvoir de défier un cadre en toute sécurité. Alexander n'a pas tenté d'entrer dans nos vies par de grands gestes. Il venait prendre le petit déjeuner 2 fois par mois, apportant généralement du café pour moi et un journal que Grace ne lisait jamais. Il a assisté à sa représentation de piano et s'est assis à côté de moi, exactement comme elle l'avait demandé. Quand Grace a manqué une note et a regardé le public, il n'a pas réagi comme un président évaluant une présentation. Il a souri jusqu'à ce qu'elle retrouve le rythme. Il a appris qu'elle préférait les librairies aux magasins de créateurs, qu'elle détestait les champignons et qu'elle avait besoin de plusieurs minutes de silence après l'école avant de discuter de sa journée. Grace a appris qu'Alexander gardait chaque photo de Mara dans un album en cuir, ne pouvait rien cuisiner d'autre que des œufs, et devenait impatient lorsque la technologie lui demandait de mettre à jour un mot de passe. Leur relation s'est développée par la répétition ordinaire. Il appelait avant de venir. Il acceptait quand Grace était occupée. Il ne lui a jamais demandé de l'appeler papy en public, et aucune annonce sur Mara ou Grace n'est apparue dans la presse. Lorsque les journalistes ont demandé plus tard pourquoi Sterling Global avait retardé l'accord Dawson, l'entreprise n'a fait référence qu'à un examen de gouvernance. Alexander avait dit un jour qu'il voulait savoir s'il y avait une place dans la vie de Grace pour un grand-père qui était arrivé trop tard. Au fil de l'année, il a mérité cette place, un matin et une promesse à la fois. Rebecca et Michael vivaient toujours séparément. Leurs enfants partageaient leur temps entre eux, bien qu'Ethan et Ava passent la plupart des nuits d'école avec leur père. Michael ne parlait pas cruellement de Rebecca devant eux, mais il ne l'aidait plus à réécrire les événements pour se faire passer pour la victime. Rebecca a commencé une thérapie plusieurs mois après avoir perdu son poste. Par ma mère, j'ai appris qu'elle avait trouvé un travail de consultante dans une petite entreprise en dehors du secteur de l'hôtellerie. C'était moins bien payé et ne comportait aucun titre de direction. Pour la première fois de sa vie d'adulte, elle travaillait dans un endroit qui n'appartenait pas à notre père et où son nom de famille ne pouvait pas garantir une autre opportunité. Je n'ai pas célébré ses difficultés. Je ne l'ai pas non plus sauvé d'elle. Une semaine avant l'anniversaire de Grace, une enveloppe couleur crème est arrivée par la poste. L'écriture de Rebecca apparaissait sur le devant. Elle l'avait adressée à Grace, pas à moi. Je l'ai apportée à la table de la cuisine et l'ai placée entre nous. Tu décides de ce qui arrive à ça. Grace a retourné l'enveloppe. L'as-tu lu? Non. Veux-tu le faire? Seulement si tu me le demandes. Elle l'ouvrit avec précaution. La lettre faisait 3 pages. Rebecca écrivait qu'elle avait passé des mois à appeler le kit ADN une blague, car admettre la vérité l'aurait obligée à affronter pourquoi elle l'avait acheté.
Elle avait voulu que Grace se sente incertaine de son appartenance, car Rebecca craignait que l'héritage futur de Grace n'affaiblisse son propre contrôle sur l'entreprise. Elle a admis que le mémorandum n'avait pas été une tentative de protéger les employés, c'était une tentative de protéger sa position. Elle a reconnu avoir menti à Michael, avoir contourné Daniel et avoir placé Claire dans une situation impossible. Plus important encore, elle n'a pas blâmé Alexander, le conseil, le test ou moi. Il n'y avait aucune phrase suivie du mot « mais ». À la fin, elle a écrit qu'elle était désolée d'avoir fait croire à Grace qu'elle avait besoin de sang, de richesse ou de l'approbation de qui que ce soit pour mériter une famille. Elle n'a pas demandé à assister à la fête d'anniversaire. Elle n'a pas demandé que Grace parle à Alexander en son nom. Elle a seulement écrit qu'elle espérait devenir quelqu'un que Grace pourrait un jour se sentir en sécurité de rencontrer à nouveau. Grace a plié la lettre et l'a remise dans l'enveloppe. « Tu la crois ?» demandai-je. « Je crois qu'elle sait enfin ce qu'elle a fait. Veux-tu répondre ? » « Pas encore. » « Veux-tu la voir ? » « Pas encore. » J'ai hoché la tête. « Alors pas encore » est la réponse. Grace a placé l'enveloppe dans le tiroir à côté de la lettre de June. L'une venait d'une femme se battant pour s'assurer que son enfant sache qu'elle n'avait jamais été une erreur. L'autre venait d'une femme commençant à comprendre les dommages causés en disant le contraire. L'après-midi de l'anniversaire de Grace, Ethan et Ava sont arrivés, portant une bannière faite maison qui penchait visiblement d'un côté. Ava a aidé Grace à décorer des cupcakes pendant qu'Ethan connectait son téléphone au haut-parleur et soutenait que sa playlist convenait aux adultes. Michael les a déposés, a souhaité un joyeux anniversaire à Grace et est parti sans faire de la journée une affaire de problème de sa famille. Mes parents sont venus plus tard. Hélène a apporté de la nourriture, mais n'a pas réarrangé ma table ni invité qui que ce soit sans demander. Richard a donné à Grace un livre sur les théâtres historiques de New York, pas des certificats d'action ou quoi que ce soit lié à Dawson Hospitality. Ils avaient appris que reconstruire la confiance exigeait plus que des excuses, cela exigeait de se comporter différemment quand aucune crise ne les y forçait. Alexander est arrivé en dernier. Il portait un paquet plat emballé dans du papier craft plutôt qu'argenté. Grace a souri en le voyant. « Tu t'es souvenu, pas de cadeau géant. J'ai reçu des instructions strictes. » À l'intérieur du paquet se trouvait un simple cadre en bois contenant une copie professionnellement conservée de la lettre de June. En dessous, Alexander avait ajouté une petite plaque de laiton gravée d'une seule phrase, « Notre enfant mérite de savoir qu'elle n'a jamais été une erreur. » Grace a serré le cadre contre sa poitrine. Alexander n'a pas demandé si elle l'aimait. Il pouvait voir que oui. Nous l'avons placé à côté de la photo de Mara avant de nous rassembler autour du gâteau. Grace a fermé les yeux pendant que tout le monde attendait qu'elle fasse un vœu. Quand elle a soufflé les bougies, Alexander a applaudi à côté de mes parents, d'Ethan et d'Ava. Personne n'a demandé de quel sang elle était issue. Personne n'a remis en question son appartenance à la photo. Ce soir-là, après que tout le monde fut parti, Grace et moi étions dans la cuisine, lavant le glaçage des assiettes. Le cadeau d'Alexander reposait sur le comptoir, là où la boîte ADN argentée s'était trouvée un an plus tôt. « Maman, dit-elle, est-ce que partager de l'ADN fait automatiquement de quelqu'un une famille ? Ça peut faire de quelqu'un un parent. Ce n'est pas la même chose. Non. L'ADN peut te dire d'où tu viens. Il ne peut pas te dire qui restera, qui te protégera, ou qui t'aimera. » Elle a séché une assiette et a réfléchi à ma réponse. « Alors, Papy Alexander est devenu de la famille après qu'on l'a trouvé. Il est devenu de la famille par ce qu'il a fait après qu'on l'a trouvé. Et Rebecca ? Elle était ta parente avant le test. Qu'elle redevienne ou non une partie de ta vie dépend de ce qu'elle fera ensuite, et de ce que tu te sentiras en sécurité de permettre. » Grace a regardé la photo de Mara et la lettre de June. « Je pense que le test m'a donné plus de famille. Il l'a fait. Mais il ne m'a pas donné de mère. » J'ai souri. « Non. Tu en avais déjà 2. Mara avait donné à Grace la vie, une histoire et toute la protection qu'elle avait pu organiser avant de mourir. Je lui avais donné ma maison, mon nom et la promesse de rester. Alexander n'avait remplacé aucune de nous. Il avait simplement récupéré une place qu'un mensonge lui avait volée des décennies plus tôt. Rebecca a donné à Grace un test ADN pour prouver qu'elle n'appartenait à nulle part. Au lieu de cela, il a révélé d'où elle venait, et nous a rappelé à tous que l'amour lui avait déjà montré où était sa place.